d'animer. Donc, les deux groupes organisateurs, Montréal pour tous, c'est un groupe bénévole et non partisan qui suit depuis 2012 les questions de finances publiques de la ville-centre de Montréal, ainsi que l'évaluation et la taxation foncière. Attaque Québec, l'Action citoyenne pour la justice fiscale, sociale et écologique, se mobilise depuis 25 ans sur des enjeux majeurs soulevés par la mondialisation et les conséquences de notre système économique. En fait, la soirée de ce soir donne suite à une rencontre qui avait été organisée l'année dernière par Attaque Québec, Montréal pour tous et le Conseil central du Montréal métropolitain, dont je suis le président. Mais cette année, le Conseil central, on ne s'est pas impliqué dans l'organisation, c'est seulement Attaque et Montréal pour tous qui l'a fait. Ça donne suite donc à une soirée qui avait eu lieu l'année dernière, une rencontre avec Maxime Pedneau-Jobin sur l'urgence d'une réforme fiscale dans les municipalités. Maxime Pedneau-Jobin nous avait entre autres parlé de la nouvelle vague municipale qui s'est formée à son initiative, qui poursuit un travail avec les citoyens et citoyennes afin d'obtenir des changements majeurs au niveau des municipalités. Donc, tout au long de la soirée, on va entendre plusieurs intervenants différents. Je vous les présente toutes et tous. D'abord, Pierre Pagé, qui est à ma droite, de Montréal pour tous, je dirais, qui porte Montréal pour tous au bout de ses bras depuis de nombreuses années. Donc, il va compléter l'introduction que je commence maintenant. Par la suite, il va y avoir des témoignages, des démonstrations de citoyens et citoyennes, des interrogations qui vont être soulevées sur des cas d'inégalité. Ces personnes-là vont poser des questions précises qui ont été envoyées aux représentants, aux personnes candidates, qui vont être invitées à y répondre dans la deuxième partie de la discussion. Ces trois personnes citoyennes sont François Gosselin, citoyen du plateau de Royal, qui est lui-même propriétaire. Ould Attig, propriétaire du restaurant El Caïma et président de l'AGAM, l'Association des gens d'affaires du Myland, qui est présent en virtuel. Et Sophie Thiebaud, citoyenne du Sud-Ouest, locataire, coordonnatrice d'Attaque Québec, qui a été conseillère municipale dans le Sud-Ouest et qui est prise d'un livre paru au printemps dernier chez ML Éditeur sous le titre « Combattre la gentrification, témoignage d'une ex-conseillère municipale ». Pour les partis politiques qui sont représentés ce soir, on a l'honneur de recevoir, dans aucun nom particulier, M. Claude Pinard d'Ensemble de Montréal, Mme Renate Betts de Transition Montréal et Mme Gracia Kazuki-Katawa de Projet Montréal. Voilà, on va avoir un troisième bloc là, où on va recevoir, excusez-moi, j'ai mes notes, une presque ex-conseillère municipale qui est là à titre citoyen ce soir, Mme Giguère, qui va être mise dans la troisième partie. Mme Giguère, vous êtes là pour l'info. Mais voilà, c'est ce que j'allais vous dire pour l'instant. Je vais revenir tantôt pour l'animation des débats. Je cède la parole à Pierre Pagé pour la suite de l'introduction. Pierre, que je sais apaiser sur le petit piton vert. Alors, bonsoir, merci d'être venu. C'est pas simple de venir à une soirée sur des sujets complexes, mais on est bien content que vous soyez là. Donc, nous, depuis 2012, on va à l'hôtel de ville, surtout à la commission des finances, puis nous, on dit, on veut payer notre juste part de taxes. On n'est pas contre les taxes, mais on dit, est-ce qu'on paye vraiment la juste part? Alors, on est bénévole, on n'a pas de subvention, et depuis 2012, époque de la corruption, on a demandé des changements. On disait, voyons donc, la corruption nous fait perdre des revenus à peu près de 20 %, donc il faut faire quelque chose. Puis, on est allé rencontrer les fonctionnaires, puis on a parlé aux élus en leur respectant, en disant, eux autres sont élus, nous, on ne l'est pas. Les fonctionnaires sont là, sont dans un dossier plus longtemps que nous, donc on commence par écouter les réponses, puis après ça, on questionne. Fait qu'on a fait ça, puis en 2023, on a déposé 50 recommandations pour trouver d'autres revenus à la ville, donc les taxes sur la spéculation et j'en passe. Vous les avez à l'entrée, puis vous pouvez voir sur notre site. Alors, nous, dans le fond, on les a envoyés à l'administration actuelle, puis eux autres, ils ont regardé, puis la majorité demande des changements à Québec. Donc, ils ont renvoyé ça à Québec. Puis à Québec, ben, on s'est dit, mon Dieu, que ça dort au gaz. Oups! Novembre 2023, méga changement. Là, ils disent, ben là, on donne des super pouvoirs aux villes, donc ils vont pouvoir taxer différemment, ils vont pouvoir taxer par secteur. Par exemple, s'il y a un secteur qui est très éloigné du centre et très long à déblayer, bien, on pourrait ajuster le taux de taxe. Ou si c'est un nouveau développement, ou en tout cas, il y a plusieurs cas
qui sont un peu compliqués parce que là, les documents devant les avocats pour ça, pour essayer de comprendre. Donc, ça, c'est notre premier volet. Puis, notre deuxième volet, c'est que nous, on s'est dit, mon Dieu, c'est compliqué, ça, l'évaluation foncière. On a commencé par se renseigner. Puis là, on s'est renseigné, on a rencontré des experts, on a rencontré des CGP avec leurs profs qui s'occupent d'évaluation. Puis, on a fait un guide, puis on a fait à peu près 14 soirées depuis 2014. Voici comment ça marche. Vous êtes capable de comprendre ça. N'ayez pas peur des chiffres. Vous avez le droit, selon la loi, de contester, mais attachez votre truc, ça coûte de l'argent, puis il faut avoir un bon dossier. Une personne sur deux a gagné. Fait qu'on était contents. Alors, on continue en mars prochain avec une autre experte et un expert bénévole, comme on a eu M. Perrin avant, et les étudiants du cégep. Donc, on va continuer notre travail parce que, imaginez, nous qui avons une formation universitaire et qui zigonnons dans ces questions-là depuis des années, on a de la misère à comprendre. Ça fait que le monsieur ou madame qui maîtrise mal le français, qui a peur des chiffres, alors, nous, on veut continuer à ce que ça soit plus facile. On a fait plusieurs demandes à la Ville, puis on a mis plus d'informations sur le site Internet, mais on continue. Voilà. Alors, ça, c'est donc pour Montréal pour tous, en bref, et Attaque Québec, que vous voyez en plus petit que notre bannière, mais eux autres, ils ont fait pas mal plus parce qu'ils ont pas mal de ressources. Alors, en gros, Attaque Québec, c'est l'action citoyenne pour la justice fiscale, sociale et écologique. Depuis 25 ans, ils sont actifs sur des enjeux majeurs, aussi difficiles à comprendre parce que c'est des ententes internationales comme l'ALENA, et ils essayent d'expliquer aux citoyens les conséquences de ça sur notre système économique et sur les finances de chaque personne. Alors, voilà donc pour ça, il me reste 2 minutes. Donc, on devrait aller à la diapositive suivante, encore l'autre. À Montréal, le service d'évaluation évalue pour toutes les municipalités de l'île, mais il leur charge pour leur service. Alors, si on va à l'autre diapositive, cette année, là, pour l'assiette fiscale 2026, il y a quand même plus de 500 000 maisons de 610 milliards, alors que la population est 2 204 000. On va à la suivante. Alors, sur 3 ans, comme vous voyez, le rôle précédent, tout ça, toutes les propriétés valaient 526 milliards, mais 3 ans plus tard, pour le rôle qui va commencer 2026, 610 milliards. Donc, la valeur augmente de 12 %, mais le nombre de propriétés a augmenté seulement de 2,3 %. Ensuite, si on regarde le budget de la Ville de Montréal, les gens ne réalisent pas que c'est un gros magot de 7 milliards et plus. Puis, en plus, il y a des prévisions sur 10 ans pour dire comment on va mettre de l'argent dans les tuyaux, dans les rues, puis tout ça, puis il y a 24 milliards. Donc, vous voyez ensuite que ça vient principalement des taxes qu'on paye. Surtout les taxes résidentielles, 63 %, ça vient du résidentiel et du commercial. Pour faire une histoire courte, le commercial paye 4 fois plus que nous comme résidentiel. Fait que nous, quand on va se plaindre à l'hôtel de ville, on dit oui, on se plaint, mais il y en a des pires que nous. Puis c'est le commercial, puis on ne parle même pas des locataires qui voient parfois tontir la facture sur. Alors là, nous, on trouve que c'est un bon moment pour se brouiller, puis que tous les citoyens fassent un maximum pour qu'on aboutisse à des changements et des réformes de la fiscalité. Puis un bon momentum, le gouvernement du Québec permet d'instaurer de nouvelles catégories. L'Union des municipalités lance un grand chantier patronné par l'ancienne présidente du Conseil du Trésor sous les libéraux, puis sous le PQ. Puis aussi, l'Union des municipalités a un grand chantier avec l'équipe de Luc Godbout de finances, la chaire de finances et de fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Puis là, c'est aussi le temps parce que vous avez encore le temps d'aller questionner vos conseillers et maires d'arrondissement. Et les élections provinciales arrivent en 2026. Ça va être le temps aussi d'aller voir
Parce que nous, tout seuls, on ne fait rien sans nous autres. Mais on a bien confiance qu'il y a plusieurs citoyens qui prennent ça à cœur, leur rôle de citoyen. Merci. On va nous permettre de commencer avec le premier bloc qui va présenter des points de vue de citoyens et des questions en lien avec ces présentations-là. Donc, je vais demander à François Gosselin, qui est, comme je le disais plus tôt, résident du plateau de Mont-Royal, de s'avancer ici à la table. Oud Altig, je le répète, est en ligne sur Zoom et Sophie Thibault, je ne rappelle pas tout son pédigré, est ici à la table en avant. François, peut-être t'asseoir à ma droite. Est-ce que ça se peut? Ah, tu vas faire l'intervention dans la salle? Aucun problème. Ouais. Donc, François, tu as 10 minutes. C'est préférable parce que sinon, je vais retourner à 180. 10 minutes, pas de problème. François. Parti. Bon, moi, je fais à titre de citoyen, je fais comme ça, pas que je m'ennuie, mais je fais des petites enquêtes sur l'évaluation foncière à Montréal. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que ça découle un peu. Ça découle de ma passion pour la justice sociale, la justice fiscale en général. Et aussi, en tant qu'employé de la ville, j'ai été confronté à toutes sortes de réactions de commerçants et de citoyens qui disent payer des montants exorbitants en taxes, ne comprennent pas pourquoi c'est aussi cher. Bref, j'ai fait un petit condensé de l'étude que j'ai faite, puis je vais essayer de la présenter en 10 minutes. Alors, moi, mes sources, c'est centriste, le marché immobilier. Donc, pour connaître la valeur des maisons, il y a une façon de le faire, c'est soit d'aller voir les historiques de vente, ou d'aller voir les maisons qui sont à vendre actuellement. Il y a aussi le service d'évaluation de la ville qui nous explique comment il évalue les maisons. Et il y a le moteur de recherche du service d'évaluation. Peut-être que vous savez déjà tout ça, mais moi, c'est mes outils réguliers. Donc, pour atteindre mon but aujourd'hui, j'ai condensé ça sur 4 propriétés. Il y en a d'autres après, là, mais il y en a 4 ici qui sont emblématiques un peu du portrait que j'essaie de faire. Donc, il y en a une à Outremont, une au Plateau Montréal et 2 à Rosemont. On va les balayer rapidement parce que j'ai que 10 minutes. Donc, il y a un petit duplex ici sur la rue Clark. Il y en a un autre petit duplex sur Bellechasse. On a un cottage sur Jeanne-Mance, dans le Myland. Puis, un magnifique cottage à Outremont, qui sont un peu mon échantillon comparatif, pour faire ma comparaison. Puis, j'aime souligner que le cottage à Outremont est situé en face du magnifique parc Outremont, endroit de choix, là, sans doute. Là, mon approche, c'est sur les terrains. Donc, je m'intéresse à la valeur des terrains qui est établie par le service d'évaluation de la Ville de Montréal. On ne peut pas s'intéresser au bâtiment parce que c'est trop variable, il y a trop de dimensions variables, niveau de rénovation, niveau de qualité des fenêtres et tout ça. Donc, ça peut être trop variable. Je m'intéresse au terrain. Le terrain, dans un environnement donné, ne devrait pas beaucoup varier. Et c'est ce qu'on observe. Par contre, il y a des paramètres qui devraient faire varier la valeur des terrains pour un évaluateur. Et là, on va le voir. Là. Les 4 maisons que je vous ai montrées, ils ont une valeur au mètre carré. Si on prend là, leur valeur à la fiche d'évaluation divisée par la superficie, on obtient une valeur moyenne de 2400, 2300, 2500. Ça varie selon les caractéristiques de votre terrain. Est-ce que vous êtes en face d'un parc? Est-ce que vous êtes bien situé? Et ce qui est curieux, c'est qu'on arrive à des situations extrêmes où la différence de valeur entre deux propriétés peut être de 10 %. Mais je vous laisse apprécier la qualité de l'environnement sur la rue Clark, où il y a un îlot de chaleur avec probablement le DGA est de 16 000 véhicules par jour. Puis l'autre maison d'Outremont est située en face du parc d'Outremont. Puis là, selon le service d'évaluation de la Ville de Montréal, le mètre carré de ces deux propriétés, il y a que 10 % de différence entre le mètre carré de chacun de ces terrains-là. Donc déjà là, moi, je me pose des questions. S'il y a des spécialistes dans la salle qui peuvent m'aider, ça me ferait plaisir. Puis pour poursuivre dans cette thème-là, j'ai pris quelques exemples où il y a des maisons qui sont carrément à vendre en ce moment. Je les compare avec leur évaluation municipale. La magnifique demeure que vous voyez là, ce n'est pas ma maison. C'est sur les flancs du Mont-Royal, c'est sur le Outremont, sur la côte. Donc la propriété au complet, le terrain, le bâtiment, était évalué en 2022 à 2 millions de dollars. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire, mais moi, déjà, d'avoir 2 millions de dollars, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça a été corrigé en 2025 à 3,6, mais actuellement, la maison est à vendre 5,8.
Donc, on est juste comme 40 à 60 plus élevé. La valeur marchande est 40 à 60 plus élevée que l'évaluation de service l'évaluation foncière de la Ville de Montréal. Ça, ces aberrations-là, ce que ça produit un manque à gagner pour la Ville. Si la Ville arrivait à évaluer correctement ces maisons-là, il y a une perte théorique de 16 000 $. Si l'évaluation était plus proche de la valeur réelle, on aurait un gain de 16 000 $ juste pour cette propriété-là. Là, je pourrais vous en dérouler une dizaine, j'en ai trouvé une dizaine. Je vais vous en montrer une juste rapidement ici, puis c'est la moitié du prix de vente. L'évaluation est en moitié du prix de vente en 2025. La perte théorique ici pour la Ville, c'est 13 000 $. Imaginez-vous, la Ville considère qu'un palace de ce genre-là, sur le bord de l'eau, sur le bord de la rivière de Prairie, avec une piscine creusée, puis un terrain probablement de 60 000 pieds carrés, je ne sais pas, est évalué à 1,7 million $. Ça, c'est le prix d'un triplex de Mont-Royal. Donc, je me pose des questions. Là, j'ai un cas extrême ici. Ça, ceux qui sont frisés vont défriser. Cette propriété-là, attachez-vous bien, en 2022, a été évaluée par le service d'évaluation à 2 millions de $. 2 millions de $, il y a 500 000 pieds carrés sur cette propriété-là. Le petit palace au milieu, c'est 4 500 pieds carrés de bâtiment. Il y a 3 dépendances pour les invités. Et là, on a un terrain de 1000 pieds sur le lac des Deux-Montagnes. Cette propriété-là, qui est ajustée en 2025 à 3 700 000, est actuellement en vente à 13 millions. Donc là, je ne comprends plus. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a une perte ici théorique de 54 000 $. Je vais respirer un peu. Chaque fois que je la fais, je me fâche. Je ne comprends pas. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, à ce prix-là, à 2 millions, moi, j'aimerais ça l'acheter. On l'achète à 3, on la remet à vendre la semaine d'après. C'est pas possible. En plus, je vous réfère rapidement à ce que je vous ai parlé des 4 maisons au début, les 4 propriétés qui étaient évaluées à 2300, 2400 $ au mètre carré pour un petit duplex très modeste sur la rue de Clark. Eh bien, imaginez-vous donc que le terrain ici est évalué par le service d'évaluation à 90$ du mètre carré. Donc, comparez ça, ce 90$ à 2300, puis trouvez l'erreur. Expliquez-moi où est l'erreur. Suivant. Là, le service d'évaluation il fait des erreurs à la faveur des propriétés de grands luxe et de grandes richesses, mais à la faveur. Quand il tombe dans l'autre extrême du spectre avec des bâtiments qui ont beaucoup moins de valeur, là, il fait l'erreur inverse. Il surévalue ces propriétés-là. Ici, là, j'en ai trouvé dans l'Est plusieurs, je vous en donne 2. Celle-là, cette petite maison de Chouba, c'est à vendre 300 000 $, est évaluée 450 par la Ville de Montréal. Bon, c'est pas beaucoup, mais pour des gens relativement modestes, les autres, ils payent l'équivalent de 875 $ de trop en taxes. Ça, c'est mon appréciation à moi. Peut-être qu'il y a des spécialistes d'évaluation pour venir me corriger, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je vous donne un exemple. Exactement la même chose. Ils ont été également augmentés de 38 % du rôle de 22 à 25. Ils sont évalués 150 000 $ plus cher que le prix qu'ils sont capables d'avoir pour leur maison. Leur maison est à vendre 439 000 $. Ici encore, ils doivent payer autour de 900 $ de trop en taxes municipales. Ça, c'est au spectre des maisons, des propriétés les plus modestes. Là, j'ai combien de temps? C'est pas comme 2 minutes. Ça va. Moi, j'ai quelques questionnements pour le résidentiel. Après ça, je suis du commercial un peu. Moi, je considère là, que, d'après ce que je vois, là j'en avais une centaine de propriétés, je vais vous montrer quelques-unes. Mon constat, c'est que la Ville n'arrive pas à capter la richesse foncière dans les propriétés de grande valeur. Ça se dégage dans tout. Quand on va sur Centris, toutes les maisons qui ont plus que 3 millions de $, l'évaluation municipale est toujours 30, 40, 50 % en bas de la valeur marchande. Ça génère beaucoup de pertes de revenus pour la Ville de Montréal. Bon, évidemment, par extension, la Ville se prive de revenus en n'évaluant pas à leur juste valeur les propriétés de grande valeur. Ça va complètement à l'encontre de ma conception, mais ce qu'on m'a enseigné toute ma vie, c'est que dans une société avancée, on devrait taxer de façon progressive, et non pas de façon régressive. C'est donner un break à ceux qui sont plus riches, puis surévaluer, surtaxer ceux qui sont moins riches. Ça m'envoie un drôle de signal. J'ai fait une petite étude aussi sur les évaluations commerciales. C'est la même approche. Je prends 4 quincailleries dans le même rayon que je vous ai montré tout à l'heure, soit
plateau de Myland, de Rosemont, et bon, il n'y a pas de quincaillerie à Outremont, mais c'est dans le même environnement. Vous connaissez peut-être la cour à Bois-Villeneuve, le Home Depot sur Beaubien, le Home Hardware sur la rue du Parc, et il me reste une minute. On prend toujours la même technique, on prend la dimension des terrains, l'évaluation par la ville, on divise ça, on obtient une valeur au mètre carré qui conduit évidemment à un taux de taxation, un niveau de taxation. Plus votre valeur est élevée, plus vous allez payer de taxes au mètre carré. Il ne faut pas perdre de vue qu'on se réfère à un mètre carré. Moi, je comprends qu'il peut y avoir une variation. Tu sais, je comprendrais de 1800 à 2600, mais je ne comprends vraiment pas comment le Home Depot peut avoir une valeur de terrain de 350 $ au mètre carré. Là. Il y a quelque chose, il y a un ratio de 1 à 7 entre le Home Hardware de la rue du Parc et le Home Depot sur la rue Beaubien. Donc, lui, le mètre carré sur Home Depot lui coûte 7 fois moins cher que le Home Hardware, qui, lui, pour aller sur Home Hardware, il faut payer un parcomètre. Il n'y a probablement pas de place pour sortir 30 feuilles de plywood. Le Home Depot, il y a des avantages énormes, beaucoup de stationnement, beaucoup de capacité d'économie d'échelle, qui vient concurrencer plein d'autres quincailleries autour. Eux sont surévalués parce qu'ils sont dans des quartiers, soi-disant prisés. Et là, de cette façon-là, moi, je considère qu'on nuit au commerce local, aux petits commerces dans les rues commerciales de nos quartiers. J'ai fait le même exercice, mais là, je ne vous le ferai pas. C'est la même chose en alimentation. J'ai pris le commerce à Pointe-Saint-Charles. C'est la même affaire. Il y a 4 à 5 fois la valeur là, entre les petits marchés indiens de la rue Centre et le Costco de la rue Bridge. Le Costco de la rue Bridge, 240 au mètre carré. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Alors, moi, je pense qu'on est encore dans le commercial avec un système de taxation qui est régressif. On favorise la grande surface, le gros commerce, qui a beaucoup de leviers. Puis, je considère encore une fois qu'on se prive de revenus. Alors, voilà. Combien de temps j'ai pris? Merci, j'ai arrêté à 10 minutes. Merci, M. Gaston. Si vous avez des questions, des commentaires, on va faire une petite présentation, puis on va avoir un bloc d'intervention par la suite. Donc, je donnerai maintenant la parole à M. Ould Alting, propriétaire du restaurant El Caïma, qui est en ligne. Je me tourne vers les gens de la technologie. On ne voit pas ici. Écrivez vos questions pendant ce temps-là, ça va vous permettre de ne pas les oublier. Nous, on ne le voit pas ici, en tout cas. Je ne sais pas si le... OK, ben on va passer tout de suite à Sophie Thibault, puis on reviendra dans 10 minutes voir si notre troisième intervenant est bon. Sophie, dis. Qui c'est qui? Est-ce que je peux avoir le petit? Oui, c'est ça. On peut se poser des questions. À la fin, on va faire les présentations, puis ensuite, ça va être une période d'échange. Je veux juste être sûre que je suis capable. Est-ce que tu peux commencer par la s'il te plaît, Sam? C'est le troisième. On est parti, là? OK. Chronométre, c'est parti. Bon, alors je commence par vous présenter, vous dire ce dont je vais vous parler en 10 minutes. Donc, je vais me présenter, qui je suis, de quoi je parle, l'arrondissement du Sud-Ouest. On va revoir ensemble c'est quoi les responsabilités municipales, le processus du service d'évaluation foncière de la ville de Montréal, quelques notions d'urbanisme. Je vais vous donner 2 exemples, un dans Saint-Henri, un dans Pointe-Saint-Charles, avant de conclure et poser ma question à nos candidats que je remercie d'être présents. Donc, qui je suis, à l'origine une organisatrice communautaire, donc ma perspective est vraiment sociale à la base. Je suis locataire depuis plus de 20 ans dans le Sud-Ouest. J'ai été conseillère municipale donc, dans cet arrondissement pendant 3 mandats, 12 ans. J'ai arrêté il y a 4 ans. Et actuellement, je travaille pour Attaque Québec. On travaille sur une grosse campagne sur le lobbyisme. Je vous en reparle tantôt. Et donc, suite à mon expérience au municipal, j'ai écrit un livre qui est à l'accueil. Camille pourra vous en procurer une copie si vous voulez bien l'acheter et le lire. Un livre donc sur la gentrification du Sud-Ouest. Définition de la gentrification, c'est un phénomène sociologique. Concrètement, on parle d'un remplacement de population. Donc, dans les secteurs traditionnels à la base, comme les quartiers ouvriers du Sud-Ouest, il y a une arrivée importante en nombre de ménages plus fortunés. La réhabilitation du quartier amène une hausse des valeurs résidentielles qui amène une hausse de taxes, une hausse des loyers. Et la conclusion de tout ça, c'est le départ de celles et ceux qui ne sont pas en mesure de suivre ces hausses de taxes foncières, qu'ils soient locataires, petits propriétaires, restaurateurs, etc.
l'arrondissement du Sud-Ouest. En général, on connaît bien le développement de Griffintown, donc qui est quand même assez majeur là, depuis 15 ans, qui se voit bien. Mais le développement s'est fait depuis 20 ans aux abords du canal de la Chine, avec des constructions assez massives, à l'image des bâtiments industriels qu'on avait à l'époque. Le secteur que je vais représenter, c'est celui de l'Est. Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri a vécu aussi beaucoup de transformations dans les dernières années, et c'est pas fini, puisque ça fait une des caractéristiques du Sud-Ouest, c'est d'être proche du centre-ville, avec de nombreuses stations de métro, mais d'avoir aussi des espaces assez importants à redévelopper comparativement à d'autres. Revoyons ensemble les responsabilités municipales. Donc, tout ce qui a rapport avec les règlements d'urbanisme et d'architecture, donc la possibilité de renforcer ces règlements ou de les modifier selon des projets immobiliers du privé qui pourraient être soumis à la ville. On parle par exemple des changements de zonage, la possibilité de changer l'usage du sol, de passer de secteur d'emploi à secteur résidentiel. On parle de densité, je vais revenir sur cette notion dans pas long. C'est le conseil municipal, le conseil de ville qui décide du taux de taxation, et ce, après l'évaluation de son service de l'évaluation foncière. On va s'en parler de comment il procède. On attend de nos élus qu'ils aient une vision pour toutes nos hôtes, le développement de Montréal et pour qui on construit la ville. Puis pour finir, c'est le conseil municipal qui peut décider aussi, au niveau du budget d'investissement de la ville, d'acquérir ou pas des terrains pour des usages publics, de l'habitation hors marché ou pour des services publics. Alors, le service de l'évaluation foncière, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces fonctionnaires qui nous ont expliqué, donc mes collègues à moi du Sud-Ouest à l'époque, comment ils procèdent. Ils analysent à partir des permis de construction. C'est-à-dire qu'ils vont, s'il y a une nouvelle construction dans un secteur donné, ils la considèrent et ils considèrent la vente des propriétés selon les mêmes catégories. Donc ça veut dire que la valeur spéculative, la manière dont on considère le prix d'une maison, je pense que François avant moi l'a vraiment très bien illustré, cette valeur spéculative, elle devient plus importante que la valeur réelle. C'est à partir de cette valeur spéculative qu'on considère la taxation du secteur. Parce qu'effectivement, il y a cette notion d'unité d'évaluation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une propriété sur un terrain donné, c'est l'évaluation de tout ce secteur-là. Donc, cet effet valeur de secteur va avoir une portée dans un secteur donné, surtout dans un secteur qui est apprécié par le marché privé, comme c'est le cas de plusieurs quartiers du Sud-Ouest. Donc, les fonctionnaires qu'on a rencontrés avaient été très clairs avec nous. Tout ce qui a rapport avec la densité, la localisation et les changements de zonage, ça a un impact direct sur la valeur du terrain. Donc, j'en conclus que nos élus, nos représentants municipaux, la ville a une responsabilité dans l'augmentation du sol. Alors, je vous donne des exemples concrets qui sont tirés du livre. Donc, 2 petites rues dans Pointe-Saint-Charles et dans Saint-Henri. En général, c'est un cadre bâti, comme il est souvent Montréal. Là, c'est du 2 étages ou avec des maisons unifamiliales. Donc, quand il y a des nouvelles constructions, comme vous voyez sur les 2 rues à droite, qui utilisent la réglementation au maximum, c'est-à-dire 3 étages, plus des constructions hors toit, plus parfois des logements en demi-sous-sol, ça amène une valeur plus importante au sol. On va considérer que les constructions aux alentours, elles pourraient être du même gabarit, de même valeur. Alors, comme il y a plus de logements dans les nouvelles constructions que dans les anciennes, ça a une portée sur la valeur des propriétés plus anciennes. Notion de densité, ça c'est vraiment important. En fait, les 2 images, à gauche et à droite, c'est la même densité, c'est-à-dire le rapport du nombre de personnes qu'on va accueillir sur une surface donnée. À gauche, ça ressemble beaucoup à la construction du plateau Mont-Royal, qui est reconnu comme étant densément peuplé. Des maisons en rangée avec une petite cour ou un petit jardin en avant ou en arrière. À droite, toute la densité est construite en hauteur et le dégagement au sol pourrait, comme sur l'image, être utilisé pour faire un parc, par exemple, ou du stationnement. Dans le cas de Griffintown, on a construit en hauteur, mais le dégagement au sol, on l'a utilisé pour insérer le logement hors marché, les coopératives d'habitation. Donc ça veut dire que la densité est beaucoup plus importante et donc la valeur du sol est beaucoup plus importante aussi, avec une flambée des taxes foncières. Une autre notion, là, celle des hauteurs. Alors, Jan Gehl, c'est un architecte danois. Quand il a sorti ce livre-là en 2012, là, on trouvait tout ça formidable. Mais Jan Gehl, ce qu'il dit, c'est qu'après 5 étages, on perd la connexion avec le sol. Puis j'ai eu des discussions avec des fonctionnaires au niveau de l'arrondissement du Sud-Ouest qui, pour eux, ce qu'ils essayaient d'argumenter, c'est s'il y avait une animation au niveau du sol, donc par exemple des commerces, ça suffisait pour permettre d'utiliser l'appellation d'échelle humaine et de construire en hauteur. Donc, je pense qu'on peut challenger nos candidats et nos futurs élus là-dessus.
ce mot me paraît assez galvaudé. Alors, un exemple, je vous emmène dans Saint-Henri, aux abords de l'échangeur Turco. Il y a eu une grosse consultation publique, un plan de développement, ça date du printemps 2018. Il était reconnu le fait qu'il y avait une pression qui était exercée sur les pôles d'emploi et ça crée une spéculation immobilière. Et les engagements des élus du conseil de ville à l'époque, c'était de contrer cet effet de spéculation immobilière en protégeant les zones d'emploi. Or, qu'est-ce qu'on a fait quelques mois plus tard? Sur un des terrains, donc à gauche, c'était un bâtiment, certes, il y avait peu de développement sur cet espace-là, mais il y avait des entreprises qui fonctionnaient. Et il y a eu un changement de zonage et on a construit sur le même terrain 400 unités résidentielles. Donc ce changement de zonage et cette augmentation de la densité, ça a un impact alentour, en plus de créer un précédent pour tout le reste du développement aux abords du canal dans ce secteur. Deuxième et dernier exemple, je ne sais pas où j'en suis dans mon 10 minutes, mais je vous emmène dans le coin de Saint-Charles. Donc ça, c'est le secteur Bridge Bonaventure, l'est de Pointe-Saint-Charles, le sud de Griffintown. Donc tout ce secteur en jaune, il y a quand même 60% de ces terrains-là qui sont publics, donc qui nous appartiennent déjà, qui pourraient être utilisés pour des services publics ou de la construction hors marché. Vous rappellerez que c'est là qu'un promoteur privé voulait développer un stade de baseball. Donc, à l'automne 2019, la ville annonce des consultations publiques. En 2022, il y a un consortium de promoteurs immobiliers qui n'étaient pas contents. Donc, eux, ils voient là des tours de 35 à 40 étages. Ce que je vous ai mis en jaune ici, c'est ça. Ça a été annoncé fin août. Donc, un projet avec l'entrepreneur Boccolini sur un seul terrain. On nous propose de construire 800 unités d'habitation. Donc, c'était un secteur d'emploi, ça devient résidentiel à très forte densité. Pourquoi ça ne fait pas mon affaire? On a changé l'usage au sol. La ville n'a toujours pas annoncé quelles étaient les réserves de terrain public qui allaient être réservées pour l'ensemble du développement du secteur. Ça crée un précédent majeur sur le type de construction qui vont être faites dans ce secteur, alors qu'en plus, on est toujours sur des axes majeurs de circulation, mais quand même à la sortie du pont Victoria et sur 2 voies de camionnage. Comment on en arrive là? On peut se demander quelles sont les relations entre Boccolini, par exemple, et la ville de Montréal. Donc, à ATTAC Québec, avec notre campagne sur le lobbyisme, on travaille dans le registre du lobbyisme. Boccolini a eu plusieurs mandats à envoyer ses lobbyistes, notamment directement pour modifier le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest. Ils se prennent, en tout cas, ils ont monté un comité Québec-Montréal pour harmoniser les processus et pour pouvoir aller plus vite avec leurs projets. Pourquoi on en arrive à des situations comme ça? L'intérêt financier du développement immobilier pour la ville, là. On l'a dit tout à l'heure, 63% du revenu des villes, c'est grâce à l'assiette fiscale, aux revenus de taxes foncières. Tous les revenus de permis, que ce soit au niveau de la construction, l'occupation du domaine public, c'est une manne financière pour la ville et pour l'arrondissement, le développement. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que j'en arrive à ma conclusion. On le sait là, on le sait que notre ville, Montréal, il y a des besoins financiers importants, des infrastructures qui sont vieillissantes, qu'il faut changer, l'adaptation pour les changements climatiques. Vous avez toutes sortes de besoins, c'est un fait, mais la taxe foncière, là, ça a un impact majeur au niveau des conséquences du développement immobilier. Je crois que peut-être on pourrait revoir ensemble la manière dont le service de l'évaluation foncière travaille. Et on y viendra dans le bloc 3, travailler tous ensemble à modifier le mode de financement des villes, à mieux encadrer les lobbyistes. Et j'en arrive à ma question. Merci de m'avoir écouté, hein. J'ai un début là, mais ça doit être ma question. Merci de votre patience. Donc, quels sont les efforts, s'il vous plaît, que vos partis politiques respectifs pourraient mettre en œuvre pour soulager les contribuables des augmentations démesurées de taxes foncières dans certains secteurs? Et par ailleurs, quel est le point de vue de votre parti sur la différenciation des financements et les moyens que vous pourriez mettre en œuvre les uns et les autres, s'il vous plaît, pour pouvoir obtenir une diversification des sources de financement de la ville, si ça fait bien partie de vos engagements? Merci. Merci beaucoup, Sophie. Invité à répondre à ces questions dans le prochain bloc. Pour l'instant, est-ce que Will Datsik est en ligne ou non? Donc, ça ouvrirait tout de suite la porte à, ça va nous donner un petit peu plus de temps, pas vraiment, une dizaine de minutes pour des questions par rapport aux 2 présentations que vous venez d'entendre. Donc, je prendrai quelques questions, peut-être 3 pour donner 3 ou 4, pour donner le temps de réponse. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux 2 présentations de François Gosselin et Sophie Thibault?
disiez. Au micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens en ligne qui doivent pouvoir vous entendre. Je vais quand même prendre la Oui, question. c'est juste pour préciser rapidement, vous parliez de l'évaluation de la ville selon vos questionnements au service d'évaluation. Donc, juste pour résumer, c'est le niveau de densité aussi est inclus parce que vous parliez juste permis de construction, vous me disiez la vente des nouvelles propriétés. Et là, vous incluez aussi le niveau de densité puis la hauteur. Est-ce que juste pour le vérifier que... Je vais prendre quelques questions puis on répondra ensuite. Micro à ma gauche, s'il vous plaît. C'est si les coopératives d'habitation payent les mêmes taxes que, disons, un bloc d'appartement de condo. Parce que c'était une question qu'une amie qui habite dans une cohorte, il y a une inégalité aussi, un peu comme ce que vous avez expliqué. Merci beaucoup, monsieur. Oui, je pense que il était dans la file, puis ça marcherait avec l'alternance. Micro à ma gauche. Oui, bonjour, David Fournier. Félicitations, c'est quelque chose qui doit être une lumière, OK? Je me questionnais beaucoup sur ces inégalités-là au niveau des taxes, là, félicitations. Puis peut-être que vous n'avez peut-être pas l'indice, mais en tout cas, ma question, c'est que oui, ils payent des taxes, OK, les endroits plus huppés, puis je vois que les endroits moins riches, les quartiers moins riches, ils payent des taxes aussi, puis de façon... c'est le niveau de dépenses, au niveau d'urbanistique. Okay? Est-ce qu'il y a comme une différence? Parce que je trouve que dans des milieux très huppés, on dépense, puis c'est très, très, très beau. Puis je travaille dans Montréal-Nord, je regarde des quartiers, puis je vois des maisons alignées, il y a beaucoup, beaucoup d'habitants, et je regarde la façon qu'on dépense. D'après moi, il y aurait à regarder ça, à moins que vous en ayez des chiffres, mais cette différence-là de dépenses entre les quartiers UP pour les taxes qu'ils payent et cette différence-là pour les autres quartiers, c'est ma question. Merci. Je prendrai peut-être une dernière question. J'ai vu madame à ma gauche en premier, je crois. Donc, la parole sera à vous. Oui. Bonsoir, je m'appelle Hélène Saint-Denis, je suis évaluateur agréée. Bonnement, comme ça, j'ai écouté les différentes conférences, j'ai trouvé ça très intéressant. Concernant la conférence de M. Gosselin, étant donné que je suis évaluateur agréé, je vais remettre en perspective certains éléments. C'est très intéressant ce que vous avez fait, je suis contente. Toutefois, au niveau des années, quand on présente les valeurs, il faut être prudent. Sur les comptes de taxes, c'est marqué 2022. Mais puis 2025 à la fin, je pense que c'est les valeurs sur lesquelles vous êtes basés pour établir les évaluations. Donc, la valeur que vous avez prise en 2025, c'est votre rôle 2023, 24, 25, qui fait référence à juillet 2021. Puis votre rôle, quand vous dites valeur 2022, ça serait nécessairement la valeur en juillet 2018. Donc, la marge est grande. Il ne faut pas oublier, pour informer tous, parce qu'on fait des évaluations, nous, énormément au bureau, c'est qu'on est aussi dans la période de pandémie. Vous rappelez-vous, pendant la pandémie, ce qui s'est passé? Les valeurs ont monté en flèche, ça a été épouvantable. Les gens achetaient des propriétés à tout prix sans nécessairement regarder s'il y avait des garanties de qualité ou de type. Donc, ça, c'est des éléments qui sont importants. Puis, lorsqu'on regarde des valeurs comme ça dans l'ensemble, parce que nous, ça nous arrive à chaque jour au bureau, des gens qui veulent faire des plaintes, des contestations municipales, qui veulent faire des demandes de révision, et ainsi de suite, mais on prend le temps de faire l'analyse de la valeur. Parce qu'il faut être prudent lorsqu'on amène notre dossier. Puis aussi, c'est aussi de bien informer la ville. Les gens qui travaillent à la ville, c'est des gens qui ont une formation. Puis, si on leur donne des outils pour bien établir la valeur de vos propriétés, probablement les valeurs réelles vont être plus justes aussi. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Une dernière question, puis après on passe aux réponses. Oui, bonsoir, Louise Constantin. En fait, je pensais poser ma question plus tard, mais je voulais réagir à ce que Mme a dit concernant les coopératives d'habitation et aussi les organismes sans lucratifs en habitation. Là, on a parlé je pense, de certaines incohérences ou certaines même injustices là, dans les niveaux de taxation. Les coops et les OSBL sont victimes de ça parce qu'ils sont évalués
de la même façon que le secteur privé. Bon, on sait que les coops des OSBL sont développés dans des quartiers populaires avec une population à revenu modeste. Maintenant, ce sont des quartiers qui sont en pleine gentrification et qui connaissent des hausses de valeur immobilière assez spectaculaires. Et ça a un impact important sur les organismes qui ont une mission sociale, qui sont non spéculatifs, qui ne peuvent pas être vendus, faire des gains de capital. Le mouvement des coops et des OSBL fait des représentations depuis plusieurs années. Ça relève encore une fois de Québec, se demande une modification à la loi sur la fiscalité municipale pour attribuer une catégorie sans but lucratif à ce type de projet-là. Mais je lance la question déjà. Vous, candidat et parti qui êtes en campagne, c'est important que vous soyez nos alliés. Et est-ce que vous vous engageriez pour protéger justement la mission sociale des coops et des OSBL à faire les représentations nécessaires auprès de Québec pour qu'il y ait justement une catégorie qui reconnaisse cette mission-là et que vous ayez ensuite le pouvoir d'établir une valeur foncière en conséquence de la mission sociale et non spéculative? Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais faire appel à l'esprit de synthèse de nos deux présentateurs. Donc, 2 minutes et demie maximum chacune pour répondre à ces questions. Bon, merci pour la réponse pour les coopératives. Moi, j'avais en tête de payer les mêmes taxes que tout le monde. J'ai fait la confirmation. Je vais maintenant répondre à monsieur ici. Moi, ma réponse à votre question, c'est s'il y a plus d'investissement, c'est la lutte fait plus d'investissement dans les quartiers privilégiés, c'est qu'il y a un niveau d'éducation, il y a un niveau de richesse, un niveau d'organisation, une population qui est plus élevée. Les gens réussissent à tirer les ressources vers eux, sont plus agiles dans leur relation avec la ville, ils réussissent à tirer plus de ressources dans leur quartier que les quartiers qui sont moins. On note même dans les quartiers, comme le plateau Mont-Royal, l'Est est moins bien traité que l'Ouest. Bref. Sinon, il y avait une autre question. Il y avait la coopérative, il y avait le. Ah, mais moi, je me fais un peu polémique, je m'excuse, je ne les ai pas pris en main. Il y avait la question de l'évaluation. C'est fort intéressant là, ce que vous avez apporté. Moi, je me suis fié aux fiches d'évaluation que j'ai trouvées sur le site. Et évidemment, c'est une évaluation, c'est porté sur 3 ans. Ça évolue sur 3 années. Mais il y a quand même une tendance qui est un peu inquiétante. Là. Il me semble que même malgré la pandémie, on pourrait être un peu plus précis sur l'évaluation des propriétés. Surtout que quand on s'aperçoit que dans l'Est, dans les maisons qui ont moins de valeur, là, on se trompe, mais à l'envers. On surévalue par erreur, des fois de 50% d'une propriété de 300 000 $. L'erreur qu'on ne fait pas. Donc, oui, moi, je vais continuer ma démarche, je vais raffiner. Je suis vraiment content d'avoir eu ces commentaires. Merci. J'ai oublié de dire dans ma présentation que lui, il y a un petit échantillon, mais on a reçu une étude par l'INRS Urbanisation, une étude 2021 sur 23 millions de ventes aux États-Unis. Même phénomène. Fait que c'est pour ça qu'on amène ça comme question. Merci, Pierre. Sophie, 2 minutes. Oui, merci. OK, donc comme je l'ai dit dans ma présentation, moi j'ai un profil de travailleuse sociale au départ. Là, je ne suis pas une gestionnaire. Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que 12 ans, c'est pas rien dans une vie. Et puis l'arrondissement du Sud-Ouest avec le boom immobilier qu'on vit, là, c'est pas rien non plus. Donc c'est un témoignage, là, je ne me prends pas pour une experte. Mais quand même, 12 ans à l'arrondissement du Sud-Ouest, je suis passée très vite tout à l'heure, mais c'est clair que ça nous rapporte à l'arrondissement et à la ville d'aller travailler avec les partenaires promoteurs immobiliers. C'est une réalité, là. C'est comme ça qu'on fait du cash. Et on en a besoin de faire du cash parce qu'on a des besoins de rendre des services publics. Puis pour répondre à la question de monsieur, je ne suis pas complètement, monsieur, par rapport à une inéquité peut-être géographique entre les arrondissements, je ne suis pas complètement d'accord avec la réponse de François, dans le sens où ce que j'ai compris, par exemple, c'est que l'arrondissement du Sud-Ouest, on est peu nombreux versus d'autres arrondissements comme Rosemont, Côte-des-Neiges, NDG, où est-ce que là, il y a beaucoup de population. Donc, la ville, quand elle envoie aux arrondissements la
dotation pour rendre les services, ça va considérer le nombre de personnes. Par contre, elle ne considère que la localisation dans l'espace. On ne va pas partir dans la réforme du financement des arrondissements, mais si je veux dire, la ville, dans le temps, là, dans les dernières années, elle a essayé de faire mieux, mais ce n'est pas toujours ajusté aux besoins d'un secteur donné où il va y avoir plus de touristes, où il va y avoir plus de passages. Pour finir, par exemple, dans le sud-ouest, on a la chance d'avoir beaucoup d'infrastructures. Donc, c'est pertinent d'augmenter le nombre de personnes qui vont résider dans un arrondissement comme le sud-ouest, mais ça a des impacts sociaux et c'est pour ça qu'il faut faire des réserves de terrain. Pour finir, par rapport à une question sur la hausse des valeurs foncières, donc comme nous avons essayé de le démontrer et comme les fonctionnaires du service d'évaluation de la ville nous l'expliquaient en tant qu'élus à l'époque où j'y étais, ça marche avec le marché privé. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a plus d'acquisitions dans un secteur, quand il y a plus de travaux, ça amène une valeur. La ville suit le marché de la construction. C'est ça la réalité. Je ne sais pas si on peut le modifier tout seul, nous, la ville. Ça y est, je me prends en tout cas vous autres pour la ville. Je ne sais pas votre marge de manœuvre, mais c'est pour ça que c'est si important de prendre l'opportunité dont parlait Pierre tout à l'heure, qu'on se mobilise tous ensemble, citoyens, futurs élus, candidats aujourd'hui, pour tenter de modifier auprès de Québec le mode de financement des villes. J'ouvre déjà la porte au bloc 3, mais on va laisser la parole à nos candidats. En effet, merci beaucoup François, Sophie, Pierre. C'est bien l'applaudissement pour faire la transition vers les candidats. Je vous prie maintenant à une personne candidate à l'avant. Pierre, on va voir que tu te déplaces parce qu'on s'assoit les trois en avant. Donc, pour le projet Montréal, Madame Gracia Kassoki-Kadawa, pour Transition Montréal, Mme Renate Betts, et pour Ensemble Montréal, M. Claude Clément, je vous invite à vous asseoir à mon Donc, je rappelle les 4 questions. En fait, chaque personne candidate va avoir 6 minutes pour s'adresser à l'audience. Je vais choisir de répondre aux questions qui ont été formulées. C'est 10 minutes par personne. Les 4 questions, je les rappelle, et oui, vous les avez derrière moi. Est-on en présence d'un système de taxation régressif? Montréal se prive-t-elle de revenus de taxes? Quels sont les efforts que votre parti compte mettre en place pour soulager les contribuables des augmentations démesurées des taxes foncières dans certains secteurs? Et quel est le point de vue de votre parti sur la diversification des revenus de taxes et des moyens de les obtenir? Donc, j'ai été conciliant avec les citoyens et citoyennes, mais avec vous, personnes candidates, je serai impitoyable et je vais vous couper la parole à 10 minutes. Je vais vous avertir à 2 minutes et ensuite à 1 minute pour mettre fin à votre intervention à 10 minutes. Donc, on a fait un tirage au sort avant le début de la rencontre et c'est Renate Betts qui va s'adresser à vous comme premier. Madame Betts. Parfait, merci. Merci et bonsoir tout le monde. Comme vous avez sûrement constaté, je suis une anglophone. Alors, je vais juste lire mes réponses aux questions. Désolé, pas par une manque de politesse, mais parce que je veux vraiment bien répondre à vos questions. Alors, ça commence. On commence depuis longtemps et encore plus aujourd'hui. Les finances de la Ville de Montréal reposent sur un équilibre précaire entre des coûts de fonctionnement qui augmentent rapidement et des revenus principalement issus de la taxation des propriétés qui peinent à suivre. Quand on analyse les rôles d'évaluation des propriétés commerciales, une tendance se dégage. Plus le terrain est grand, moins il est valorisé aux yeux des services d'évaluation de la ville. Cela signifie que certaines grandes surfaces ou propriétés commerciales paient proportionnellement moins de taxes, alors que les petits commerçants ou propriétaires modestes portent une plus grande part du fardeau. Cette situation peut être considérée comme un système de taxation régressif et elle prive la ville de revenus importants tout en créant une iniquité fiscale qui pèse sur la majorité. Pour corriger cette inégalité et protéger les petits commerces et propriétaires modestes, nous proposons plusieurs mesures concrètes. D'abord, nous instaurons une taxe progressive sur les propriétés de luxe en ciblant uniquement les résidences unifamiliales et les condos dont la valeur est extrêmement élevée. Selon nos calculs, cela pourrait générer un minimum de 10 millions de dollars par année en revenus supplémentaires qui seront entièrement dédiés à la lutte contre l'itinérance et au développement du logement abordable. Ensuite, nous voulons réviser les exemptions fiscales et utiliser les nouveaux outils permis par la loi provinciale pour corriger le cas
ou des propriétaires sous-évalués ou sous-utilisés bénéficient d'avantages injustes au détriment de la collectivité. Nous pensons également que Bâtir Montréal peut contribuer à réduire la pression sur les commerçants en construisant ou acquérant des espaces commerciaux pour les louer à des tarifs plus abordables et en partenariat avec la société, le CHDM. Nous permettons aux petits commerces de prospérer sans être écrasés par des loyers exorbitants. Enfin, Infra-Montréal jouera un rôle très clé en réduisant les coûts indirects pour les commerçants et les résidents. En coordonnant mieux les travaux publics et en accélérant les réparations, nous limitons les perturbations et les pertes d'accès au commerce. Moins de temps de chantier signifie plus de stabilité pour les entreprises et les citoyens, tout en rendant la ville plus efficace et mieux organisée. En résumé, nous voulons une fiscalité municipale juste et équitable. Cela signifie que les grandes propriétés et les investisseurs les plus riches contribuent de manière appropriée, tandis que les petits commerçants et propriétaires modestes ne sont pas écrasés par les taxes. Nous voulons que Montréal utilise ses ressources de manière responsable en investissant dans le logement abordable, dans les services de proximité et dans les quartiers dynamiques où chacun a la possibilité de prospérer. Encore une fois, excuse-moi, je peux rien voir. C'est juste pour lire. Encore qui concerne la question numéro 2, on va dire 2 ou 3, le développement immobilier fait augmenter la valeur des propriétés, ce qui entraîne souvent une hausse des taxes résidentielles et malheureusement le déplacement de familles et de communautés établies depuis longtemps. Dans de nombreux quartiers, ce phénomène devient une pression financière intenable pour les résidents et les propriétaires modestes. Il est donc essentiel que la Ville prenne ses responsabilités et trouve des solutions pour protéger les Montréalais et Montréalaises, tout en permettant un développement urbain responsable. Nous proposons plusieurs mesures concrètes pour répondre à ces défis. Tout d'abord, grâce à Bâtir Montréal, la Ville pourra accueillir et convertir des bâtiments stratégiques afin de retirer du marché spéculatif et les transformer en logements sociaux ou abordables. Cette approche permet de garantir que les immeubles existants servent les besoins de la communauté plutôt que générer des profits pour quelques investisseurs. Ensuite, nous mettons en place un fonds municipal pour aider les locataires confrontés à des hausses de loyer ou à des risques d'expulsion. Ce fonds de prévention vise à protéger les familles vulnérables et à assurer leur maintien dans leur quartier. Nous souhaitons également encourager le développement de coopératives d'habitation et de maisons de chambre sécuritaires. En facilitant ces initiatives, la Ville peut augmenter l'offre de logements abordables de manière rapide et adaptée aux besoins locaux, tout en renforçant le tissu communautaire. Un autre levier important est Infra-Montréal, notre service municipal centralisé pour les travaux publics. Il permettra de mieux coordonner les chantiers, d'accélérer les réparations et de réduire les perturbations pour les citoyens et les commerçants. Moins de temps de chantier signifie plus d'accès au commerce, des déplacements plus faciles et une ville plus efficace. De plus, le rapatriement des travaux aux employés municipaux, au lieu de les confier à des entrepreneurs privés, contribuera à réduire les risques de corruption et à offrir des services plus fiables et de meilleure qualité. Cela s'inscrit pleinement dans notre vision d'une municipalité responsable et transparente. Pour assurer une justice fiscale, nous voulons également diversifier les sources de revenus de la Ville. Cela inclut une révision des exceptions fiscales et l'application de taxes ciblées sur les terrains vacants et les logements inoccupés. Ces mesures permettent de générer des revenus supplémentaires sans peser sur les familles ou sur les petits commerces. C'est-tu de moi? OK. Je suis impossible. Merci. Enfin, nous voulons renforcer la transparence en publiant un rapport annuel détaillé qui explique comment l'argent est récolté, qui contribue et comment il est investi dans les quartiers, notamment pour les logements sociaux et les services essentiels. Cette démarche permettra aux citoyens et aux citoyens de comprendre concrètement l'impact de la fiscalité municipale et de s'assurer qu'elle est juste et efficace. Merci.
Merci. J'allais vous dire qu'on n'applaudira pas les candidats, mais je me fie sur vous pour applaudir exactement avec la même intensité que la prochaine présentation. Donc, la prochaine personne à s'adresser à vous est Mme Gracia Kasoki-Katawa pour Projet Montréal. Oui, ben écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve ça intéressant qu'on ait justement l'occasion de débattre ensemble les personnes qui convoitent le poste de la présidence comme exécutif. Donc, merci à Montréal pour tous, Attaque Québec et puis la CSN. Moi, je pense qu'au cœur, en fait, des questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui sont ces personnes, en fait, qui vont prendre des décisions pour les Montréalais et Montréalais et basées sur quelles valeurs ces personnes vont prendre leurs décisions. Pour ça, c'est important pour moi de vous expliquer qui je suis. Moi, je suis une Québécoise d'origine congolaise, spécifiquement de l'Est du Congo, c'est-à-dire une zone qui est ravagée par des guerres parce que des grosses corporations déstabilisent la région pour exploiter les ressources naturelles et se faire plus de cash. C'est là d'où je viens. J'aurais pu être là pendant que ma cousine est ici, en train de saisir les opportunités que lui offre le Québec. C'est pour ça que pour moi, j'ai toujours fait mes choix de vie pour m'assurer que je puisse contribuer en fait au progrès des communautés où je suis. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai choisi la profession infirmière. J'en parlais tout à l'heure. J'ai choisi cette profession parce que je veux m'assurer qu'à chaque jour où je me lève, je puisse m'assurer d'aider en fait une personne à améliorer ses conditions de vie. C'est pour les mêmes raisons. J'ai décidé de me lancer en politique municipale et spécifiquement pour Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et spécifiquement avec Projet Montréal en 2021. Parce que je trouvais que cet arrondissement-là, où je suis arrivée par ailleurs à Montréal en 2009, c'est un arrondissement qui, malheureusement, est toujours au prix avec des politiciens, des politiciennes de carrière qui, justement, faisaient de la politique pour leurs amis, les élites, que les quartiers où le monde en arrache un peu plus, n'en avait pas pour leur argent, justement. Fait que moi, je voulais m'assurer de ramener l'humain au cœur des politiques publiques. C'est pour ça que je me suis lancée à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, avec Projet Montréal, par ailleurs, parce que c'est un parti qui est progressiste, écologiste et féministe. C'est un parti qui est progressiste parce qu'on veut laisser personne derrière, parce qu'on veut loger tout le monde, parce qu'on veut redistribuer la richesse équitablement. Un parti qui est écologiste parce qu'on veut nous assurer de faire renaître la nature en ville. Avec le parc de l'Est, le parc de l'Ouest, on est beaucoup plus vert depuis qu'on est au pouvoir. On est un parti qui est féministe parce qu'on veut inclure tout le monde. On est un parti qui est féministe parce qu'on veut s'assurer que les personnes se sentent en sécurité dans leur quartier et puis voilà, qu'on ne laisse personne derrière au final. Donc, c'est sur ces valeurs-là que je suis la mairesse de Côte-des-Neiges NDG depuis 2021, parce que je suis une progressiste, une écologiste et une féministe. Et c'est sur ces valeurs-là que je prendrai des décisions comme présidente du comité exécutif. Puis ça, c'est essentiel. C'est le pourquoi on fait les choses. C'est qui est-ce qu'on veut servir. Moi, je veux servir le jeune homme de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui est venu me voir, puis qui a osé venir me voir comme politicienne alors qu'il ne l'avait jamais fait avant pour me dire que lui et sa mère et son frère vivaient dans un logement qui est insalubre. Je veux le faire pour notre futur champion de soccer à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Je veux le faire pour cette dame à qui j'ai parlé en porte-à-porte et qui me dit qu'elle a la peur au ventre parce que son mari souffre de cancer et qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir garder sa maison à Côte-des-Neiges. C'est pour ça que je fais de la politique. Pour répondre à vos questions sur l'évaluation foncière, d'abord, on a une experte en fait en évaluation foncière. Le politique n'a rien à voir avec, c'est-à-dire le politique n'a rien à dire par rapport à l'évaluation foncière à la Ville de Montréal. Par contre, moi, je trouve ça intéressant la conversation qu'on a, puis clairement, il va falloir fouiller pour savoir y a-t-il des façons de faire qu'on doit changer dans l'évaluation du rôle foncier. Là où on a le pouvoir, politiquement, c'est la taxation. Puis nous, on a dit, on veut geler les taxes en 2 et 3 % pendant les 4 prochaines années. On veut donner la prévisibilité aux Montréalaises et Montréalais. Puis nous, on ne veut pas se coller à l'inflation en commençant de Montréal, parce que l'inflation, on sait que ça a monté jusqu'à 6 % la dernière fois, puis c'est top pour les Montréalais. Fait que si ça monte, c'est nous qui allons serrer la ceinture. Nous, on veut de la prévisibilité. Ce qu'on veut aussi, c'est, en fait, geler, par exemple, les taxes pour les commerces de 1 million de dollars et moins, en fait, pour leur donner de l'air, ils restent dans nos quartiers, puis assurer une vitalité de nos commerces. Ce qu'on veut, c'est taxer les affichages publicitaires pour payer, en fait, financer la culture. L'autre chose que je veux ajouter, c'est toute la question de la redistribution. Et c'est là où les valeurs sont importantes. Nous, on veut loger tout le monde. On veut sortir du marché spéculatif de 20 % des logements à Montréal. On est capable de le faire. On s'inspire de Vienne pour faire ça. On est à 7 % en ce moment.
On a avancé, mais il faut aller encore plus vite. Et c'est ça le rêve, la raison pour laquelle Luc Rabouin se lance à la mairie de Montréal, puis que moi, je serais honorée de faire ça avec lui, avec toute notre équipe. C'est pour nous assurer d'arriver à ce 20% de logements qui sont hors marché pour loger plus de Montréalais de façon abordable, pour éviter qu'on devienne comme Toronto et Vancouver. Nous, on ne veut pas être le bras d'action des promoteurs immobiliers comme Ensemble Montréal voudrait l'être. Ensuite, on veut, par exemple, on met en place des mesures. En fait, on redistribue en rendant le transport gratuit pour les 65 ans et plus. On redistribue de façon équitable, en fait. Puis ça, je peux en témoigner dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. La première chose que j'ai dit aux fonctionnaires, c'est moi, ça y est, on ne va pas juste investir dans le village Montplaine, on va investir aussi là où l'on en arrache dans Côte-des-Neiges. C'est pour ça, notamment, que la ville, on a investi 100 millions de dollars. Ça n'avait jamais été fait pour acheter 700 logements dans Côte-des-Neiges. Puis ça, concrètement, là, ce que ça fait, c'est du monde qui vivait sous des spéculateurs immobiliers qui augmentaient leur loyer sans prendre en considération leur capacité de payer, qui aujourd'hui, leur propriétaire, c'est la ville de Montréal. Ce stress-là qu'on leur a enlevé, c'est essentiel. Puis moi, c'est pour ça que je fais de la politique. Puis je pense que notre rôle politique, c'est de nous assurer de voir comment est-ce qu'on redistribue la richesse de façon équitable. Donc, la grande question pour le 2 novembre prochain, c'est on veut du changement, mais on veut s'assurer de progresser. Les Montréalais et les Montréalais. On veut s'assurer de rester une ville qui est progressiste, qui est écologiste, puis qui est féministe. Puis moi, mais je veux continuer à travailler là-dessus, puis je vais me battre pour m'assurer que tous les Montréalais puissent avoir des opportunités équitables, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations futures. Merci, votre niveau est resté stable. Je vais vous demander de faire la même chose pour la prochaine présentation. Celle de M. Claude Pinard d'Ensemble de Montréal. 10 minutes, M. Pinard. J'ai même mon petit horloge si je suis merci. Moi, je venais à un débat sur la fiscalité ce soir, donc je vais parler de fiscalité. Je vais quand même commencer, Mme Kazaki-Katawa, en vous disant qu'en 2024, vous avez voté contre des mesures pour les petits commerçants touchés par des travaux de 6 à 3 mois. Donc, vous avez voté contre ça, vous vous rappelez. Et vous avez également pas été en mesure de mettre en application une motion du Conseil de ville, écoutez ici attentivement, sur un programme de report de taxes foncières pour les propriétaires à faible revenu. Donc, vous n'avez pas été en mesure de le faire. On a compris de votre exposé que c'était une de vos priorités. Claude Pinard, content d'être ici. Moi, je n'attaque pas. Je vais juste mettre les points sur les i. Je travaillais à Centraide de Montréal jusqu'à il y a 6 semaines. J'avais un excellent job. Ça fait ma croissance, ça allait très bien. J'avais une chronique dans un journal régulier. Et j'avais mal à mon Montréal. J'ai décidé de me lancer. On m'a offert de me lancer dans un autre district que celui de Saint-Jacques. On est juste à côté là, de chez nous, je vais dire ça comme ça. Et j'ai choisi de me présenter dans Saint-Jacques parce qu'il y avait un ensemble d'enjeux sociaux que j'avais eu la chance de côtoyer et également d'adresser à Centraide pendant plusieurs années. Alors, moi, je vais vous parler de fiscalité. Je vais vous parler du projet de loi 39. Donc, le projet de loi 39, M. Pagé en a parlé tantôt. M. Pagé, vous avez fait une excellente introduction sur la situation des finances de la ville de Montréal. La croissance de la dette dans les 8 dernières années, la croissance du nombre d'employés dans les 8 dernières années, donc 3 000 employés de plus qu'en 2017, et avec pas nécessairement d'impact sur la vie des citoyens au quotidien. Donc, le projet de loi 39 fait quoi? Est venu donner des nouveaux pouvoirs aux villes. Vous avez probablement vu cette semaine la ministre qui disait qu'elle trouvait que la ville n'utilisait pas assez ces pouvoirs-là. Qu'est-ce que ça peut faire, ces pouvoirs-là? Ça peut faire, entre autres, et c'est exactement le sujet de la conférence ce soir, la possibilité de taxation différenciée, donc des incitatifs, entre autres, sur les habitations transitoires ou logements abordables, également les crédits d'aide aux habitations accessoires, on a lancé un programme sur l'habitation accessoire. Aussi, crédit pour les OBNL d'habitation, je ne sais pas qui posait la question tantôt, donc possibilité d'avoir des crédits, mais également possibilité de faire des zones de taxation différenciées pour les commerces, donc dans des zones très, très précises, où on peut, lorsqu'un quartier a besoin d'un peu d'amour, là, ou a beaucoup de locaux vacants, possibilité donc d'avoir une taxation différenciée, je cherche mes notes. Et on veut aussi
Naturellement, utiliser le zonage incitatif pour permettre la construction de logements abordables, de qualité et éco-énergétique. Nous, on aime parler de logements sociaux et abordables. D'ailleurs, ça me permet de vous parler du site de Blue Bonnet qui est dans l'arrondissement de Mme de Gracia. Et donc, Blue Bonnet qui appartient à la ville depuis 2017, sur lequel ne se passait absolument rien. Ça a créé une mobilisation de la société civile démarrée par moi-même et Centraide du Grand Montréal pour voir le projet arriver. Donc, c'est une mobilisation qui a mené à une annonce récente en début septembre, où on a annoncé 10 000 logements, 4 800 logements sociaux et 5 200 logements abordables. Donc, en 2 ans, la société civile est en mesure de faire ce que l'arrondissement n'avait pas été en mesure de faire pendant les 6 années précédentes. Donc, important dans ce projet-là aussi de mentionner, et c'est au centre de mon approche personnelle, on est parti des besoins de la communauté. Donc, il y avait un organisme qui existait, il y avait un employé, une personne qui s'occupait des aspirations de la communauté sur le site de Blue Bonnet. Et on a travaillé avec ces gens-là, on s'est assuré de voir avec la Coopération de développement communautaire leurs besoins dans le but d'arriver à définir ce qu'ils souhaitaient. Les 10 000 logements sociaux et abordables, ce n'est pas sorti de ma tête, ce n'est pas sorti de la tête de promoteurs immobiliers, de gros méchants qui font l'argent, c'est sorti de la communauté. Et on s'est assuré que de fournir, nous, à ce moment-là, les sous pour développer les compétences de la Corporation de développement communautaire. Dans ce cas-ci, c'était de fournir une personne qui fait travailler sur les chiffres, de faire fonctionner les chiffres. Donc, moi, je suis très fier de voir que c'est arrivé. Les 5 800 logements abordables seront protégés également, 5 200, pardon, seront protégés. La spéculation, fiducie sociale, tous les outils que vous connaissez. Donc, on est capable de travailler dans cette optique-là. L'objectif ici, naturellement, dans le logement, c'est, vous savez que le premier accélérateur de vulnérabilité actuellement à Montréal, c'est la crise du logement. Lorsque vous faites évincer, lorsque vous n'êtes pas en mesure de payer un logement en fonction de ce qui est disponible, vous savez, les taux d'inoccupation à Montréal actuellement sont assez élevés, n'est-ce pas? Mais sont absolument catastrophiques dans les logements abordables et logements sociaux. Donc, on peut facilement trouver un 5,5 à Montréal ou un 4,5, ça va vous coûter 3 000 $. Il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de se payer ça. Donc, l'important de construire et d'arriver à 20 de logements sociaux. Et c'est un des engagements qu'on a dans notre programme politique. Donc, je parlais de la différenciation des taux différenciés. Vous allez me dire pourquoi la Ville de Montréal ne l'a pas fait, même si le projet de loi 39 est adopté depuis 18 mois. La Ville de Montréal a un système de taxation, d'évaluation de taxes qui est désuet, donc qui ne permet pas de faire ces calculs-là. On a manqué le coût du dernier rôle d'évaluation. Ça a été reporté à plusieurs années. Nous, on trouve extrêmement dommage que ce soit arrivé parce que ça fait en sorte de ne pas être en mesure de passer à l'action immédiatement. Mon point est qu'il y existe des outils en vue de répondre à certaines de vos préoccupations, questions que vous aviez ce soir et que la Ville de Montréal a manqué le bateau sur cette question-là. Là-dessus, ça termine à peu près ce que je voulais dire sur la fiscalité. Dans notre programme, on parle aussi, ce n'est pas des sujets qui sont très populaires, on parle de meilleur contrôle des dépenses, un meilleur contrôle pour arriver à stabiliser un peu le budget. Je l'ai dit tantôt, il y a 3 000 employés de plus qu'il y en avait il y a 8 ans. Nous, on a déjà annoncé qu'on allait couper 1 000 emplois. M. Rabouin a dit à maintes reprises qu'il allait faire un gel d'effectifs. Hier soir, il a mentionné qu'il pensait réduire les effectifs. Maintenant, donc, peut-être qu'il a trouvé notre idée ou que la situation financière de la Ville était difficile. Donc, il y a véritablement un enjeu avec les finances de la Ville de Montréal. Il va avoir un travail à faire, je vous le dis tout de suite. Les premiers mois ne seront pas simples. Il y aura beaucoup de décisions. Par contre, Montréal va reprendre le leadership de métropole. Montréal va continuer à s'occuper de l'ensemble de ses citoyens, les plus vulnérables, en commençant par les plus vulnérables, mais à s'assurer également qu'on travaille sur la question de la sécurité, de la propreté, l'itinérance, la question du logement, la question du développement économique et également la question des gestions des finances de façon rigoureuse. Merci. Ce n'est pas un débat contradictoire, je n'ai pas de deuxième tour de parole aux personnes candidates. Par contre, il y a 2 autres blocs dans la soirée et vous pourrez toutes les trois,
reprendre la parole à l'occasion de questions qui vous seront posées. Donc, pour le prochain bloc, j'invite à l'avant Marianne Giguère qui va faire une présentation sur la nouvelle vague municipale, mais auparavant, Sophie Thibault et François Gosselin au micro pour votre petite présentation. François, est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'on pourra avoir une présentation? Est-ce qu'elles seront disponibles? Les présentations, oui, je présume. Je sais que c'est pour moi qui les organisateurs, je présume. Donc, François, on m'a dit que c'était 1 minute, hein. Il faut faire ça vite. Bon, je ne prendrai même pas 1 minute. C'est simplement qu'on a préparé un espèce de tract qui est déposé à l'entrée. Vous avez... On va faire pour dire que le bloc 3 qui commence s'appelle Mobilisation, proposition d'action citoyenne. Donc après, on aura un échange sur ce sujet. C'est simplement pour vous dire que c'est relativement facile d'enquêter sur la valeur des terrains, les comparer avec les dimensions des terrains, et voir le niveau de taxation de chacun des commerces. Puis, j'ai déposé à l'entrée un exemple de façon de présenter un tableau pour présenter les commerces, pour faire des comparaisons. J'ai mis aussi tous les sites Internet, des moteurs de recherche, santé, ce que vous connaissez peut-être. Puis c'est intéressant aussi d'aller sur le site de service d'évaluation, juste pour comprendre c'est quoi les méthodes d'évaluation des maisons. Il y en a plusieurs. Là. Ils peuvent comparer d'une maison avec les historiques de vente. Ils peuvent comparer aussi avec le coût de construction. Je pense qu'il y en a un autre, mais il faut aller sur le site pour comprendre comment ça fonctionne, l'évaluation des. Pour l'autre côté, je pense que c'est. Ouais. Merci François. Donc maintenant, c'est Marianne, 5 minutes pour présenter la nouvelle vague municipale. Merci, bonsoir tout le monde. Donc, Marianne Giguère. J'achève mon mandat, je ne serai plus une élue dans 2-3 semaines. Et c'est pas du tout dans ce rôle-là que je suis ici aujourd'hui. Je ne suis pas du tout partisane, je ne suis pas là pour parler de la campagne électorale. Non, je suis là parce que depuis cet hiver, je suis impliquée dans un regroupement, un collectif qui s'appelle la Nouvelle Vague municipale. En fait, cette nouvelle vague-là, elle est née il y a plus d'1 an. En fait, c'était l'ancien maire de Gatineau, Maxime Bednaud-Jobin, qui s'était dit il faut réunir, il faut regrouper les forces progressistes à l'échelle municipale. Puis là, je dis progressiste, puis c'est pas nécessairement sur un spectre droite-gauche, tout ça, mais tu sais, c'est des gens qui souhaitent qu'il y ait un progrès, une transformation, une réforme en profondeur des dynamiques de pouvoir de l'échelle municipale qui, comme on le sait, est assujettie à la volonté et aux lois de Québec. Et donc, la constatation était la suivante, en fait, c'est qu'il y avait eu, en fait, ce qui avait été appelé la nouvelle vague à l'élection de 2017 et ensuite en 2021, il y a eu beaucoup d'élus qui étaient peut-être un peu plus jeunes, mais pas que, et qui avaient qui arrivaient avec des visions vraiment différentes du classique qu'on avait connu en politique municipale où on s'occupe des travaux publics, du déneigement, des collectes de déchets, etc. Et où on avait des gens qui disaient, nous, on veut travailler aussi sur la justice sociale et le bien-être des populations, les villes à échelle humaine, tout ça. Oui, c'est galvaudé, Sophie, tu as raison, mais si on trouve mieux, on l'emploiera. Parce que les grands constats, c'est que, en fait, c'est quoi les grands problèmes, enjeux, crises qu'on a actuellement, puis auxquels, à l'échelle municipale, on est très directement confronté à tous les jours? Le logement, l'habitation, bon, je parlais de la justice sociale, l'itinérance, les transports collectifs et la crise climatique en général, qui est un problème immense. Ben c'est tous des dossiers, des pouvoirs que les villes n'ont pas. On ne peut pas intervenir là-dessus. Si on veut travailler sur l'itinérance, ben, il faut travailler loin en amont, avoir des bons systèmes d'éducation, de santé, de prise en charge, un filet social efficace. Ce n'est pas les villes qui ont ce pouvoir-là, et encore moins l'argent.
pour le faire. Donc, la nouvelle vague a été créée. Il y a eu un premier grand rassemblement à Gatineau, là, ça fait 1 an. Donc, et il y a eu plus de 200 personnes du Québec au complet. Hein, c'était vraiment un mouvement qui est national, qui se sont retrouvés là pour une première journée et demie de discussion. Et le constat, c'est que oui, on a vraiment besoin d'une réforme de la gouvernance qui soit solide, une espèce de nouvelle révolution tranquille par laquelle, ou pas tranquille, mais oui, pas violente, là, bien évidemment, mais où on irait réussir par des représentations collectivement à dire à Québec qu'il faut revoir ce système-là de partage des pouvoirs et de partage du financement pour mettre en œuvre ces pouvoirs-là puis agir là où on en a vraiment besoin. Donc, la nouvelle vague, en ce moment, c'est un tout petit groupe. Il y a la mairesse de Gatineau, la mairesse de Sainte-Anne-des-Monts dans les Laurentides, le maire de Petit-Saguenay et Marc-André, qui est le maire de Saint-Hilaire, et moi. Donc, moi, je vais devenir quelqu'un qui n'est pas élu, mais je suis impliquée dans l'organisation parce que là, ce qu'on est en train de mettre sur pied, après avoir fait des rencontres ce printemps et cet été dans 6 villes différentes, où on a réuni des gens, entre autres pour mousser la participation des citoyens à s'impliquer dans la politique municipale pour grandir ce groupe-là de gens. Il reste 1 minute. Et on va avoir un autre grand rassemblement qu'on prépare pour la fin de l'hiver, le début du printemps, où là, avec les résultats des élections, on va voir qui est là, qui veut s'impliquer, mais c'est aussi un mouvement qui veut favoriser la participation citoyenne. Donc, il y a aussi, là, je ne sais pas si vous voyez c'est quoi les valeurs de Nouvelle Vague, mais pour s'impliquer, il y a aussi l'organisme Multitude au pluriel. Vous pouvez aller voir le site web de ce regroupement-là. Il y a des centaines de personnes qui sont déjà impliquées là-dedans et qui aussi travaillent dans la même veine, moins à l'échelle, pas juste à l'échelle de la politique des pouvoirs municipaux, mais en général pour dire hey, on a besoin de travailler sur l'implication citoyenne, une démocratie beaucoup plus directe et participative. Et ces 2 mouvements-là existent, se parlent, ils sont parallèles et sont porteurs d'espoir. Voilà. Ça ouvre une heure, ça fait un petit peu de faire une présentation, 1 minute. Maintenant, je voulais rebondir sur les propos de Marianne Giguère et donc vous reparler de ce papier que vous avez dû avoir à l'accueil, sinon vous pouvez le prendre à la sortie. Donc François vient de vous présenter Lando, c'est un peu la manière dont il a travaillé pour vous faire la présentation de tout à l'heure. Et sur la première page, vous avez différentes idées pour continuer à poser des questions aux candidats dans le cadre des élections municipales, pour qu'on essaye d'améliorer notre système d'évaluation foncière, mais aussi de prendre l'opportunité des élections provinciales de l'année prochaine. Donc Marianne vient de vous expliquer comment ça bouge bien, comment la société civile, comment des élus progressistes travaillent depuis 1 an à essayer, à proposer auprès de Québec des améliorations. Donc vous avez les références ici. Pierre vous a parlé aussi en introduction tantôt du fait qu'il y a un grand chantier sur la fiscalité qui va être organisé par l'Union des municipalités du Québec et pourquoi pas vous autres, nous autres ce soir, aller déposer des recommandations prochainement. On s'en reparle. Puis pour finir, l'année prochaine avec les élections provinciales, c'est aussi l'occasion de faire des représentations auprès du gouvernement québécois concernant la loi sur l'éthique et la transparence en matière de lobbyisme. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie sur le pamphlet d'Attaque Québec qui se trouve aussi à l'entrée. On ne lâche pas. Merci beaucoup. On a un petit peu plus qu'une dizaine de minutes pour discuter de ces enjeux-là de mobilisation, des actions citoyennes. Donc, les micros sont ouverts. Si vous avez des questions par rapport aux présentations qui viennent d'être faites, des commentaires sur la manière dont les citoyens peuvent s'impliquer, la parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Bernier, j'habite à Pointe-Saint-Charles. On s'est mobilisé beaucoup avec la Corporation de développement communautaire Action Gardien, entre autres sur les développements en bordure de notre quartier, Bridge Bonaventure. On a réussi à faire reconnaître sur les propriétés publiques de la Société immobilière du Canada de 50% de logements hors marché.
Et privé, sur le privé, nous, on exige 40%. Parce que historiquement, il y a une histoire de coopératives qui sont développées de logements sociaux et le reste, et c'était la proportion qui avait réussi à maintenir le coût du logement assez abordable. Maintenant, la situation change. Entre autres, je trouve que le règlement 20-20-20, qu'on appelle le 20% de logements sociaux, 20% familiaux, les promoteurs immobiliers, ils préfèrent payer la petite amende qui pour eux, ça équivaut à 25 cents sur les profits qu'ils peuvent faire sur leur développement, plutôt que d'assurer une proportion de logements réellement abordables. Et moi, je veux qu'on parle d'une abordabilité à long terme. Abordable pour 5 ans, pour moi, c'est pas abordable. Donc, c'est ça, je suis aussi intéressée par la revision du mode d'évaluation foncière. J'habite dans un triplex en copropriété depuis 35 ans, une maison qui est centenaire, et on a comparé aux constructions de condos de 2019 dans mon secteur. Quand il y a la gentrification, c'est là que ça se produit. Les valeurs foncières augmentent, les petits propriétaires paient plus de taxes, les loyers augmentent, les commerces ont de la difficulté à arriver. Moi, je pense qu'il faut s'attaquer à cette question-là des modes d'évaluation foncière aussi. C'est ce que je veux dire pour l'instant. Merci beaucoup. Mobilisation, action citoyenne dans le cadre de la campagne, puis plus généralement. Il n'y a pas de période de réponse. Oui. Au micro, il faut que les gens aillent vous entendre. Non, mais même à ça, il faut être au micro pour que les gens aillent vous entendre. J'aimerais juste comprendre, quand on parle de taxation différenciée, au-delà d'un concept là, un peu flou, vers quoi est-ce que ça se dirige? OK. Là, je vais faire quelque chose là, parce que effectivement, il y a comme un flou entre la période qu'on est en train de faire et la prochaine. Moi, je veux les fusionner. Je prends cette initiative-là. Donc, on va parler, le dernier bloc, c'est une période de questions des citoyens en général. Donc, on va rajouter les 20 minutes aux 10 minutes qui nous restent, là, qui va nous mener à 20h55, là, parce que là, il y a une question qui a été posée qui n'est pas sur la mobilisation, mais je ne veux pas qu'on se mette, je veux pas me mettre à dire non, on ne parle pas de ça maintenant, c'est trop compliqué. Donc, il y a une question qui a été posée. Elle est posée aux 3 personnes candidates en avant, si je comprends bien. C'est une question qui est lancée comme ça. Parfait. Donc, on s'est dit, là, pour les réponses, moi, je vais m'assurer que tout le monde parle autant. 2 minutes par intervention maximum. Est-ce que parmi les gens à ma droite, là, qui veut intervenir? Tout le monde va intervenir. Tantôt, c'est Mme Betts qui est en premier. Donc, on va commencer par M. Pinard. Le prochain tour, ce sera vous, Mme Kassoki. Merci. La loi ratisse large. Là, on peut parler de taxes et véhicules, les immeubles vacants, les immeubles sous-utilisés. Il y a différentes possibilités, mais pour ce qui nous intéresse par rapport au logement, entre autres, on peut louer, vendre, prêter des biens pour développer du logement social et abordable. J'aime bien votre commentaire, Madame, tantôt par rapport à l'abordabilité sur un très long terme. Moi, je pense qu'on doit viser sur 30-35 ans, ça peut être le minimum. Et accorder les crédits de taxes également, offrir des subventions aux OBNL en habitation et aussi la possibilité d'avoir une taxation différenciée par secteur. Donc, secteur géographique, on s'entend, pour favoriser la densification ou revitalisation de quartiers qui auraient besoin d'un peu d'amour, où il y aurait, disons, je ne sais pas, beaucoup de locaux vides à certains endroits, et ainsi que certains programmes d'aide aux résidents, entre autres sur l'étalement des droits de mutation, la fameuse taxe de bienvenue, qui fait partie de notre programme par ailleurs, et dans le cadre de l'association, ou encore du soutien à l'accession à la propriété. Fait que vous voyez, c'est très, très large, mais je pense que c'est un très, très bon, excellent premier pas pour une ville comme Montréal de pouvoir faire les choses différemment. Et de venir un peu soutenir les citoyens. Merci, M. Pinard. Mme Betts.
Je crois que c'était Madame. Je me suis peut-être allez-y, Madame Caspi-Catala. Oui, ben écoutez, la taxation différentielle, en effet, là, c'est un pouvoir qu'on a maintenant. Le défi qu'on a, c'est le même défi qu'on a avec nos infrastructures souterraines, hein. Il y a les administrations précédentes, là, dont faisait partie Soraya Martinez-Ferrada là, depuis 2005, qui en fait, qui ne sont pas assurées de mettre à jour nos infrastructures informatique aussi. Puis ça a l'air particulier, là, mais il faut savoir qu'à la ville, là, il y a des professionnels qui font encore plusieurs de leurs calculs avec des fichiers Excel. Donc, c'est pour ça qu'on a dû reporter en fait l'application de ce type de taxation. Donc, M. Pinard peut bien dire aujourd'hui que lui, il va tout changer, là, mais la réalité, c'est qu'on est un peu comme les élus précédents, pelletés par en avant la rénovation de nos infrastructures souterraines. C'est la même affaire pour nos infrastructures TI et ça nous ralentit énormément dans l'opérationnalisation finalement de l'utilisation des nouveaux pouvoirs de taxation qu'on a. Mais en fait, il y a plusieurs... Puis en fait, c'est la même chose pour Transition Montréal. Tu sais, quand ils disent qu'ils veulent taxer les riches, ben, ils ne pourront pas le faire parce que, en fait, eux, c'est différent. C'est parce que Québec ne nous le permet pas encore. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'on veut exempter finalement les taxes pour les immeubles commerciaux de 1 million de dollars et moins pour permettre là, à ces commerçants-là de rester dans nos quartiers puis de leur donner de l'air. Ce qu'on souhaiterait faire également, puis évidemment, ça prendrait des discussions avec Québec, là, mais c'est de permettre en fait aux personnes âgées puis à plus faible revenu de reporter le paiement de leurs taxes foncières à la vente de leur propriété. Donc ça, pour les personnes qui n'ont pas des augmentations de revenus importantes, ça va leur donner en fait un peu d'air. Donc c'est le type de modulation en fait qu'on peut faire là, pour soutenir les gens. Puis je veux juste finir en parlant du 20-20-20. Nous, on pense que c'est important de garder un outil de planification pour nous assurer qu'on arrive aux 20% de logements hors marché. Ensemble Montréal veut déréglementer. Nous, on pense qu'on doit continuer la réglementation, mais ce qu'on veut faire, c'est que dans les développements de 200 logements et plus, on veut garder 20% de logements hors marché. Je vais être impitoyable avec les personnes. Madame Betts. Merci. Alors, Mme Kasoki-Katawa vient de faire référence à projet de loi 39, alors c'est là où j'ai commencé. On a fait nos recherches. La loi dit qu'on peut taxer ou mettre des taxes sur des immeubles, des bâtiments résiduels. Et selon les avocats qu'on a consultés et les autres experts qu'on a consultés, ça inclut des bâtiments résidentiels. Alors, notre plan pour mettre un taxe de 1,25% sur des maisons et condos de luxe, alors de 3,5 millions de dollars ou plus, c'est faisable. Et aussi de mettre un taxe sur les condos et les maisons de valeur de 5 millions de plus à 1,35%, c'est encore une fois faisable. Pour moi, je ne vous ai pas dit, moi je travaille dans une OBNL, je travaille dans une banque alimentaire. À chaque jour, je vois les personnes qui rentrent, qui n'ont pas assez à manger, il y a un effort pour rester la nuit. C'est pas juste qu'on a besoin des logements abordables. Vraiment, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre la pauvreté. C'est ça le vrai enjeu. C'est la pauvreté. Et si on n'a pas un plan pour aider les jeunes qui se trouvent, les jeunes aussi, mais les gens qui se trouvent dans la pauvreté, tous les autres plans vont absolument rien. Alors, pour nous, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu plus d'argent aux personnes qui ont eu un petit peu plus de chance dans la vie pour aider ceux et celles qui ont eu un petit peu moins de chance dans la vie. Ainsi, je suis d'accord que le 20-20 ne fonctionne pas. C'est vrai que... Prochaine question. Je voulais revenir sur ce que M. Pinard disait. Quand vous dites que le système d'évaluation est désuet, nous, on a discuté, parce qu'avant de faire des propositions, on rencontre toujours le service, puis on a toujours été d'accord, même nous, on les a rencontrés, on n'est pas toujours d'accord, mais on continue à dire, oui, il faut que vous donniez plus d'informations pertinentes. Parce que souvent, ils donnent des propriétés, mais c'est pas...
On ne peut pas se comparer à ça. Moi, je l'ai essayé, on me comparait à une maison complètement délabrée, alors que nous, on se force pour essayer de se tenir à jour. Mais ma question, c'est quand vous dites le système est désuet, ça veut dire que vous feriez quoi pour le sortir de cette désuétude-là? Parce que le responsable avant, M. Côté, nous disait en 2014, oui, nous, on va s'améliorer, mais c'est le système informatique de la ville qui date du Moyen Âge, comme disait le directeur général Marcoux. Mais là, après, on ne peut plus dire ça aujourd'hui parce qu'il y a eu des gros investissements dans les technologies. Donc, ça serait quoi, vous, que vous pourriez suggérer, puis les autres candidats aussi? Merci. Comme la question a été lancée à tout le monde, là, sur la fin, je vais prendre d'abord Mme Kassoki-Ketawa, ensuite Mme Betts, ensuite M. Pinard. J'essaie de changer l'ordre aussi des interventions. Mme Kassoki-Ketawa. Oui, en fait, je veux dire, vous l'avez en fait démontré tout à l'heure, puis vous travaillez là-dessus énormément. En fait, c'est qu'il faut voir est-ce qu'il y a des améliorations, est-ce qu'il y a des changements apportés dans l'évaluation. Puis encore une fois, je pense qu'il va falloir continuer le travail avec vous, avec les experts, pour voir dans leur pratique, est-ce qu'il y a des éléments à modifier. Puis vous dites que vous avez une étude là, qui compare aux États-Unis. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que M. Pinard voulait dire, mais moi, je pense que je suis d'accord avec cet élément-là qu'il faudrait voir, en fait, comment est-ce qu'il y a des éléments changés dans l'évaluation. Tout à l'heure, pour les différences qu'on voyait dans les exemples qui étaient donnés, ben c'est vrai qu'on considère, par exemple, le prix de vente, par exemple, pour déterminer l'évaluation foncière, c'est un des éléments, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là? Je pense que les experts doivent se pencher là-dessus. Merci, Mme Betts. Merci pour la question. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de controverses ici. Pour votre question, on sait qu'il y a des améliorations qui vont se faire à travers la ville, dans les systèmes d'informatique, dans les égouts, partout. Alors, c'est sûr qu'il faut absolument qu'on prenne le temps de bien évaluer la situation, communique vraiment, et encore une fois, travailler avec des experts pour trouver la bonne façon d'améliorer le système. Merci. Merci, M. Pinard. Contrairement à mes collègues, je vais répondre directement à votre question, M. Pagé. Il y a une politique préparatoire qui a été préparée par le service des évaluations de la Ville de Montréal, mais ils ne sont pas capables de faire l'intégration de cette politique-là dans le système actuel. Okay, donc, il y a vraiment une question de retard technologique. Ça n'a pas été adressé par l'administration précédente. Il y a moyen de s'y attaquer dès le jour d'une nouvelle administration. Il y a des villes liées qui utilisent le système GEM pourraient être capables de le faire plus tôt, eux autres. Prenons Laval, Longueuil, ils sont capables de le faire, mais ils ne l'ont pas fait pour des raisons politiques et économiques. Okay? Donc, l'intégration, nous, on est prêt à le faire immédiatement, mais le point ici, c'est que c'est facile de blâmer 2005 en disant que ça fait 20 ans. Mme Martinez, à l'époque, elle n'avait pas un iPhone qui a plus de puissance, 100 fois plus puissant que l'ordinateur qu'elle utilisait en 2005. Ça fait 8 ans que le projet Montréal est au pouvoir. Il ne s'est rien passé. C'est le temps de prendre compte de cette situation-là. Le point, c'est qu'il faut se mettre au changement, mais surtout arrêter de blâmer tout le monde, prendre nos responsabilités, être imputable et prendre le leadership qu'on a besoin de prendre sur les questions fiscales comme sur les autres questions. Merci, M. Pinard. Prochaine question. Bonjour. Alors, vous avez tous les trois parlé de logement social, de logement hors marché. Il y a même le chiffre de 20% qui a été lancé. Alors, la question que je me pose, que je vous pose, c'est-à-dire, c'est une question très simple. Comment vous allez faire pour vous rendre jusque-là? Parce que quand même, il faut avouer que la marché est haute, même si on en prendrait quand même plus que 20%. Enfin, comment vous allez procéder pour faire un changement quand même assez significatif? Merci. Donc, l'ordre des réponses pour cette question-là va être Mme Betts, M. Pinard et Mme Kassoki-Ketawa. Mme Betts. Merci pour la question. Pour nous, la solution vraiment, c'est de créer un nouveau, c'est pas un système, désolé, je n'ai plus le numéro maintenant, mais
s'appelle Bâtir Montréal. C'est, dans le fond, une compagnie de construction qui est aussi un OBNL. Comme ça, on peut rentrer en partenariat avec le CHTM pour faire construire, pour soit acheter et gérer des appartements, des bâtiments résidentiels, ou bien même de les faire construire à un coût plus bas que les constructeurs privés. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir sortir les appartements du marché spéculatif et d'atteindre, et ça c'est le 20% pour moi, c'est vraiment le minimum. C'est là où on va atteindre le 20% et continuer à grandir pour qu'on ait une ville où tout le monde peut habiter, où tout le monde peut rester à Montréal en plus, parce qu'on perd beaucoup de gens aux banlieues parce que c'est plus faisable de rester à Montréal. Alors pour nous, c'est vraiment la solution, c'est vraiment Bâtir Montréal et le CHTM en partenariat. Merci. Merci, M. Pinard. Non, désolé, j'allais là. OK, c'est parti. Alors donc, oui, on a dit qu'on allait retirer le règlement 2020. Tout le monde dit que ça ne fonctionne pas. On devra attendre une autre année après avoir attendu 5 ans quand tout le monde dit que ça ne fonctionne pas. Donc, on va le faire immédiatement. On va l'abolir, on va le remplacer par un objectif de 20 de logements sociaux et abordables. Il y en a qui aiment beaucoup hors marché, sociaux abordables, ça. Là, vous posez la question comment on va le faire. Nous, on va utiliser le levier foncier de la ville. Donc, la Ville de Montréal est propriétaire d'à peu près 85 édifices. Donc, il y a possibilité, entre autres, dans les refuges d'urgence dans les maisons de chambre pour les personnes itinérantes, d'utiliser ces emplacements-là. On a aussi dit, encore là avec la loi 39, mais également dans notre programme, dans notre plateforme, il y a possibilité d'aider les OBNL. Donc, de faire en sorte que lorsqu'elles ont un projet, on enlève les coûts de permis, possibilité encore là d'avoir des crédits de taxes, définitivement. L'autre truc, c'est que Montréal s'est beaucoup recroquevillé dans les dernières années sur elle-même. Et ce qu'on veut faire absolument, c'est rétablir des relations saines avec le gouvernement du Québec et le gouvernement Ottawa, dans le but d'aller chercher notre juste part de ce qu'on peut justement pour investir dans le logement social et abordable. Vous savez, vous connaissez ça, le logement social ne peut pas se réaliser sans subvention gouvernementale. Le logement abordable, actuellement, quand on parle, et je parle du chantier Montréal abordable ici, j'avais séparé ça en 5 quintiles, 4 et 5 étant des quintiles en haut de 120 000 à quintile 3, il n'y a pas un promoteur immobilier actuellement qui peut construire et faire fonctionner le projet au niveau des chiffres actuels. Donc, il va falloir avoir des conversations avec les différents paliers du gouvernement, mais ramener tout le monde à la table, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, très, très, très difficile. Quand je parlais de Gallo Blue Bonnet tantôt, on a amené tout le monde à la table. Le dernier acteur à monter à la table était la Ville de Montréal. Donc, on veut s'assurer, nous, d'être partenaires. Merci, M. Pinard. Je vais vous arrêter. Avant de vous donner la parole à Mme Kasuki-Katawa, je vais vous sensibiliser à gauche au fait que vous avez des voix qui portent. Là. Je vous entends dans la salle de la salle. Mme Kasuki-Katawa. Oui, donc, tu sais, je veux dire, si aujourd'hui, on parle du 20 de logements hors marché là, à Montréal, parce qu'on s'inspire notamment de la ville de Vienne, puis c'est parce que notre administration, on a crié haut et fort pendant 8 ans que c'est quelque chose qui était important, puis que la crise de l'habitation, elle devait être adressée. Et je suis contente que tout le monde en voit le pas aujourd'hui. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on est environ à 7 Ce qu'on veut faire, par exemple, c'est mettre en place un fonds de garantie bancaire d'environ 100 millions qui va... donc, ce que ça fait, c'est que les OBNL, quand ils ont des projets, bien, la ville peut prendre un risque financier finalement pour les aider à démarrer leur projet. Ça ne coûte rien à la ville. Là. Ça ne coûte absolument rien à la ville. Donc, c'est une façon de penser un peu à l'extérieur de la boîte pour aider les OBNL à construire. On veut aussi faire un fonds d'obligation municipale où plusieurs personnes publics, privés peuvent contribuer à ce fonds. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser ça pour du logement hors marché. Justement, ça se fait un peu sur les questions, par exemple, d'environnement dans d'autres villes dans le monde. On veut vraiment le faire sur l'habitation. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tellement facile de dire qu'une administration de gauche ne parle pas aux promoteurs. C'est pas vrai. Je veux dire, je parle aux promoteurs. Je suis mairesse de l'arrondissement depuis 4 ans. Luc Rabouin a été en mesure de régler la cité des hospitalières avec le gouvernement du Québec. C'est pas juste Soraya Martinez-Ferrada et Claude Pinard qui sont capables de parler aux gens. Là. On est tous capables de le faire. C'est sûr que tous les acteurs doivent travailler ensemble. Puis moi, c'est ça, puis ça montre la différence de leadership. Moi, le projet de Namely Podome, c'est un projet collectif qui commence avec les citoyens depuis 30 ans.
demande du logement hors marché sur ce site-là. Aujourd'hui, Profinance dit que c'est lui qui ça gagne, qui l'ont fait. Non. C'est les citoyens depuis 30 ans qui ont commencé à travailler là-dessus. La ville, on a fait des consultations, on a développé la vision d'avoir un écoquartier dans ce secteur-là, puis des quartiers mixtes. Ça, c'est vraiment notre vision. Et oui, après ça, il y a d'autres partenaires qui ont embarqué, puis c'est correct, c'est parfait. Mais je pense qu'il faut reconnaître la contribution de tous, puis pas penser que c'est nous, puis nos amis seulement qui sont en mesure de développer la ville de Montréal. Ça prend vraiment la contribution de toutes et tous. Puis si on met toute la main à la pâte, justement, puis qu'on s'assure que ce soit une réelle priorité, puis qu'on regarde l'évolution avec un gouvernement, on va être en mesure d'y arriver les prochaines années. Merci, Mme Kassoki. Prochaine et peut-être dernière question, tout dépendant de la longueur des réponses. Ma question est quand même simple, mais je vais l'expliquer après. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher le financement à Québec et à Ottawa? On sait, là, pour la construction de logements sociaux, ça prend du financement. La Ville de Montréal, moi, je suis dans Rosemont-Petite-Patrie. Notre maire, François Limoges, il nous répète, je suis aussi dans le projet Bellechasse pour le logement social, proche du métro Rosemont. Le maire n'arrête pas de nous dire, oui, la Ville, on peut donner des terrains, on peut acheter des terrains, mais après ça, ça prend l'argent de Ottawa et Québec. Puis, ce qu'il nous dit aussi du même souffle, c'est que la CAQ et aussi le gouvernement fédéral de Carney, ils veulent absolument rien savoir du logement social. Ils ne veulent pas nous donner du financement. Fait que ça, moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir leur tordre le bras. Puis là, il va y avoir les élections provinciales, il va y avoir probablement le PQ ou un autre qui va rentrer. Probablement que ça va être encore la même chose. Ils ne sont pas particulièrement pro-logements sociaux, eux autres non plus. Fait que, qu'est-ce que ça va prendre pour les forcer à nous le donner, ce financement-là? Dans la salle ici, là, je reconnais tout. Je reconnais la plupart des gens. C'est tout le temps les mêmes personnes. C'est les gens les plus motivés qui sont venus un mercredi soir. On est tous motivés, on est tous prêts, mais on a besoin de savoir que nos élus sont de notre part, puis qu'ils vont oser dire à Québec puis à Ottawa, « Hey, on a besoin du cash, arrêtez de niaiser. » Est-ce que ça nous prend des pétitions? Est-ce que ça prend qu'on sorte dans la rue? Est-ce que ça prend qu'on... Ça prend tout ça, oui. Mais ce que je ne vois pas, c'est le leadership de nos élus. Oui, je vais conclure. Donc, est-ce qu'il faut faire une alliance entre toutes les villes pour faire front commun pour aller chercher le cash? I guess que c'est ça ma question. Genre, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour aller chercher ce cash-là? Merci. Donc, l'ordre des réponses pour cette question, M. Pinot, Mme Kassoki, Katawa et Mme Bettis. Votre prénom, c'est? Francis. Francis, je ne partage pas du tout votre lecture. Je suis d'accord qu'il faut aller chercher du financement, mais que Québec et Ottawa ne veulent pas faire les logements sociaux, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Ils investissent. Il y a 1 milliard qui vient d'être dans la dernière année. Mais si vous voulez, demain, on va prendre un café ensemble et on en changera parce que je pense que j'aurais de toute façon de la misère à vous convaincre, mais il y a de l'argent pour les logements sociaux. Le fédéral vient de mettre 127 millions sous Gallo pour partir les infrastructures. Il y a des sous, définitivement. La difficulté qu'on a, c'est Québec qui va à Ottawa. Ottawa doit donner l'argent à Québec. Alors, on va vous donner un exemple. La Ville de Toronto, des projets de logements sociaux abordables, le gouvernement fédéral fait un deal directement avec la Ville de Toronto. Au Québec, on ne peut pas faire ça. Il y a une disposition qui s'appelle la M30. La M30, c'est la seconde que le fédéral investit au provincial. Ça doit passer par le gouvernement du Québec, lorsque c'est dans les champs de compétences du provincial. Alors, lorsqu'il faut faire, s'assurer que lorsque Ottawa a de l'argent décaissé puis que Québec la reçoit, elle s'en vient dans le logement social. Pour ça, ça prend des relations avec tous les paliers de gouvernement, relations qu'on a. Et je reviens sur Gallo, jamais dit que j'avais parti. J'ai initié la mobilisation citoyenne sur un terrain sur lequel il ne s'est rien passé pendant 30 ans. Puis en 2 ans, on a réussi à annoncer 10 000 logements. Merci. Merci, Mme Kassoki, Katawa. Moi, je suis d'accord avec vous que collectivement, il va falloir qu'on
shake la cage, là, puis qu'on s'assure qu'on puisse adresser en fait la crise de l'habitation puis la crise de l'itinérance. Je pense que oui, il y a des choses qui sont faites, comme Claude l'a dit, sauf que je pense qu'il va falloir brasser la cage, oui pour le municipal, oui pour le provincial, parce que voilà, le résultat de ça, c'est que le monde couche dans la rue. T'sais. Donc, une des choses, par contre, qu'on peut faire, puis je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut regarder, nous, sur notre terrain de jeu, dans notre carré de sable, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même avancer sur le développement de logements de marché. Quand je vous parle du fonds de garantie bancaire, honnêtement, c'est quelque chose qui coûte absolument rien à la ville. C'est que la ville, on prend le risque pour les EBNL, les EBNL peuvent construire, puis ça fait du logement hors marché à perpétuité, en fait. Donc, il faut faire ça. Je vous redonne l'exemple des 100 millions qu'on a mis pour sortir 700 logements du marché à Côte-des-Neiges. Ça, il faut avoir les valeurs à la bonne place, puis dire que, on va le prendre, les 100 millions, puis on va l'investir dans du logement social, pas du logement social, mais du logement qui existe déjà, puis on va les sortir du marché. Il y a des choses qu'on peut faire. Nous, on va les faire, mais c'est clair que tout le monde, pas juste ici, mais l'ensemble de la population, il va falloir en effet brasser la cage pour dire que ça suffit que les gens qui ont construit le Québec dans les dernières années se retrouvent à la rue. Puis tu sais, moi, c'est la chose que je trouve la plus triste au monde. On a perdu toute une génération dans la pandémie. Puis là, on est en train de perdre encore plein de gens qui sont en train de mourir dans la rue, des Montréalais et Montréalais. Je trouve que ça n'a aucun bon sens. Il faut s'indigner de ça. Puis oui, reconnaître qu'il y a des choses qui sont faites, mais reconnaître absolument qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites. Puis nous, oui, on doit continuer à avoir des relations avec les différents paliers de gouvernement pour attirer de l'argent. On le fait. L'investissement, c'est pour des infrastructures, c'est pas pour du logement social, mais ça va permettre, en effet, aux différents partenaires de commencer à développer sur Namur Hippodrome. Encore une fois, je le répète, ce sont les groupes communautaires qui ont fait en sorte qu'on a du logement hors marché sur le site de l'hippodrome. C'est pas Côte-des-Neiges. Merci. Madame Betts. Merci beaucoup. Merci, Francis. Où commencer? Je suis d'accord qu'on doit brasser les cages, c'est l'expression. Brasser la cage. Brasser la cage. À tous les niveaux, gouvernementaux. Et c'est tellement important qu'on a une bonne relation avec nos partenaires au fédéral et au provincial. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de pousser les gens à faire mieux. Et je trouve qu'avec tout le respect, que Mme Plante a été peut-être un petit peu plus doux avec le CAC que j'aimerais. Je veux un maire, c'est pour ça que je me présente avec Transition Montréal, je veux un maire qui va vraiment pousser, qui ne va pas prendre non comme une réponse et qui va insister que les gouvernements provinciaux et fédéraux soutiennent les citoyens, les résidents de Montréal de façon ferme. Excuse-moi, je dis bon. Merci. Thank you. L'autre chose que je dirais, encore, c'est juste, si on parle de qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, pour moi, et ce n'est pas pour qu'on le voit, mais pour moi, l'idée de permettre le Airbnb pendant 3 mois ou 90 jours, c'est la même chose dans le fond. C'est it's 30 days, it's 90 days. Oui, mais quand même, de le permettre quand il y a une crise de logement, ça, je trouve ça un petit peu comme, j'ai beaucoup de misère à comprendre la logique derrière politique qui permet, parce qu'on sait que tout le monde a besoin de logements 12 mois de l'année et non pas juste 9 mois ou 3 mois d'ici et d'autres. Alors pour moi, c'est vraiment ça, de pousser les gouvernements et de prioriser les personnes. Donc là, on arrive à la toute fin, il reste quelques minutes. Je pense que pour boucler la boucle, je vais peut-être. Non, il n'y aura pas d'autres questions. On relance pas une autre question. Pour boucler la boucle, je vais vous donner 1 minute chaque personne pour une dernière intervention. 1 minute. On commence avec Mme Betts, ensuite M. Pinard et Mme Kasuki-Katawa. Mme Betts, 1 minute. Je peux rien voir, je suis désolée. Alors, merci à toutes et à tous pour votre attention ce soir. Ce que nous proposons n'est pas seulement de nouvelles taxes ou règles, c'est une vision pour Montréal.
Grâce à Infra-Montréal, nous améliorons la coordination des travaux publics, accélérant les chantiers et réduisant les perturbations pour les citoyens et les commerçants. Avec Bâtir Montréal, nous créons un patrimoine public durable, des logements abordables et des espaces commerciaux accessibles qui soutiennent nos quartiers. Nous voulons une ville où les impôts sont justes, les services efficaces et les communautés prospèrent. En choisissant la vision plutôt que la division, nous pouvons faire de Montréal une ville où chacun a sa chance de s'épanouir, une ville qui fonctionne pour toutes et pour tous, pas seulement pour quelques-uns. Alors, le 2 novembre, je vous demande de choisir Transition Montréal. Merci. Merci. Monsieur Pinard. Alors, merci, M. Pagé, Mme Thibault et j'oublie ton prénom. Marianne. Et CSN, la CSN, merci beaucoup de l'accueil ce soir. Rapidement, on a plusieurs mesures qu'on a annoncées dans notre programme, plusieurs mesures fiscales donc, que je vais vous présenter ce soir, juste pour ramener sur 2 ou 3 chiffres. Donc, on a dit qu'on allait tripler le budget de l'itinérance dans le but de pouvoir doubler les travailleurs de rue. On va re-regarder le travail des ministres parce que c'est de la médiation sociale qu'on pense que ce n'est pas actuellement ce qui est requis. En tout cas, ajouter plusieurs parts de leurs actes pour s'assurer que les personnes en situation d'itinérance soient traitées dans l'activité. On veut également produire 2000 logements transport pour des personnes en situation d'itinérance dans le but, encore une fois, de se rappeler que lorsqu'on parle de personnes en situation d'itinérance, on parle de citoyens. Comme vous voulez. Merci. Merci. Madame Kazuki-Katawa. Écoutez, merci beaucoup pour l'organisation de ce débat-ci. Je pense que c'est essentiel. On a vu que les candidats à la mairie, puis je pense que c'était bien de voir qui a les compétences, puis je dirais les valeurs à la bonne place pour prendre des décisions avec l'argent des Montréalaises et des Montréalais. Vous savez, moi, je ne m'enorgueillis pas comme mon collègue d'avoir, qu'une de mes réalisations, d'avoir closé des deals sur Wall Street. Moi, ce qui m'enorgueillit, c'est le fait qu'on ait sorti 700 logements du marché spéculatif à Côte-des-Neiges dans un secteur où les gens en arrachent. Moi, ce qui me rend fière, c'est quand on prend de l'argent des Montréalaises et des Montréalais puis qu'on va déminéraliser un secteur dans un secteur vraiment de Côte-des-Neiges où le monde, encore une fois, en arrache puis que les gens n'ont pas investi dans ce secteur-là dans les dernières années. Moi, c'est ça qui me rend fière, c'est de rendre une ville où tout le monde a des chances qui sont équitables, une ville qui prend soin de son monde, une ville qui a l'ambition de loger tout le monde puis qui propose des moyens de le faire. Quand on dit ici qu'on veut déréglementer pour le 2020, on n'explique pas avec quoi on va le remplacer. Nous, on veut loger tout le monde pour les prochaines années. Merci à toutes les 3 personnes candidates de vous être prêtées au jeu. Je pense qu'on a eu un bon échange. Merci à les 3 personnes. Avec Pierre Pagé, je ne le remercie pas parce qu'il revient prendre la parole. Donc, Pierre, la parole est à toi pour terminer la soirée. Je voulais d'abord remercier le service d'évaluation foncière parce que nous, on leur a demandé il y a quelques années pourquoi vous expliquez le rôle sur votre foncier. C'est normal. Pourquoi vous expliquez le rôle foncier aux journalistes, mais vous ne l'expliquez pas aux citoyens? Ils ont accepté d'organiser à chaque 3 ans les rôles fonciers. Et demain soir, il y en a un à l'Hôtel de Ville. Hier soir, il y en avait un à Anjou, je pense. Donc, merci. Je voulais aussi profiter de la présence de Mme Hélène Saint-Denis avec son collègue Jean-Sébastien Rivard. Au printemps prochain, ils vont répondre aux questions des citoyens d'une façon gratuite, comme ça a été fait depuis plusieurs années. Alors, moi, je vous demande, s'il vous plaît, continuez à agir ou si vous n'en faites pas déjà des actions, faites-le parce que plus on va boucher, plus on va aboutir à des résultats. Aussi, nous, on n'a aucune subvention, ça fait qu'il y a des petites boîtes pour des contributions volontaires, si ça vous tente. Puis, n'oubliez pas de laisser votre courriel à l'entrée si vous n'êtes pas déjà rejoint par nous ou par Attaque Québec. Alors, merci aux bénévoles de Attaque qui sont Claude Vaillancourt à la technique. Non, pas Claude Vaillancourt, c'est le président. Jean-Philippe à la technique, Samuel à côté, Antoine et Camille. Merci. Bénévoles de Montréal pour tous, Christine, Michel et Bruno qui ont fait un travail à l'accueil.
c'est à peu près ça. Oui, merci à tout le monde d'être venu, vous êtes déplacés. Merci. À la prochaine. Merci à vous. Merci à vous.